Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Une semaine après notre toute première édition du Thunder Quiz. Thunder Quiz remporté par Constant qui est en ligne avec moi. Comment ça va, Constant? Ah, ça va, très heureux de vous retrouver, hein, le chat. Il y avait des gens qui étaient contre moi il y a une Ouais. semaine, hein, des gens dans le chat, Titre remporté statistiquement. en terrain hostile, j'ai envie de dire. Ouais, un petit peu comme Kevin Durant à Cleveland. Mais là, très heureux de vous retrouver. On a assez parlé du Thunder Quiz. Là, on va revenir sur du terrain, du vrai, Ouais. pour parler un petit peu d'OKC. On est obligé malheureusement de parler du Thunder. Ça fait un moment en fait qu'on n'en a pas vraiment parlé entre notre FAQ, le Thunder Quiz. Ça fait un petit moment au final qu'on n'a pas parlé vraiment de ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Au programme, comme vous l'avez vu pour ce premier épisode, vrai premier épisode de 2022 si on compte pas le quiz, c'est simple, avec Constant on va vous donner nos vœux et nos résolutions selon comment c'est tourné pour le Thunder dans cette nouvelle année. Ce que l'on souhaite, ce qu'on espère, peut-être même ce dont on rêve, peut-être même si on pousse le truc. Donc ça va être assez intéressant de voir aussi votre avis là-dessus, sur ce que vous avez envie, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. Je pense que y a moyen que ça parte en débat là-dessus, alors qu'on a un spam qui apparaît sur le chat, c'est incroyable. C'est le deuxième, c'est Ouais, le comme d'hab. deuxième, c'est le deuxième. Et ben je vais te laisser commencer, Constant. On s'est dit un petit peu ce qu'on avait, on n'est pas allé dans le détail de nos vœux, et on a quelques trucs en commun, donc je vais te laisser commencer sur ton premier souhait. Oh bah moi mon premier souhait il est très simple, il concerne notre franchise player, Shai Gilgeous-Alexander. J'aimerais bien qu'il arrête de prendre des step back à 3 points dans tous les sens, et qu'il prenne un peu plus de catch and shoot. Parce qu'il y a un moment c'est pas possible en fait. On sait, voilà, Shai la saison dernière a fait une saison impressionnante d'un point de vue offensif, mais comme dans l'article que j'avais écrit la saison dernière, il fait une saison impressionnante aussi en termes de réussite au tir. Il avait un taux de réussite sur les step back l'année dernière qui était affolant, qui était même anormal. Même sur les pull-ups, il avait un taux de réussite qui était à plus de 41% de réussite sur les pull-ups à 3 points, ça n'avait aucun sens. Là, bah, cette année, le problème, c'est qu'il met pas un tir. Alors, est-ce que sa mécanique de tir est cassée? On peut se poser la question. Moi, je trouve malgré tout qu'il y a un problème. Déjà, il y a une perte d'adresse. Ça, c'est sûr, il y a une perte d'adresse. Vous regardez, j'en ai parlé avec Joe il y a 2 jours sur Twitter en allant fouiller les stats. Il y a une vraie chute d'adresse du côté de chez. L'échantillon en termes de tir pris en étant grand ouvert ou en étant ouvert à 3 points est quasiment le même. Par contre, il y a une vraie chute d'adresse. Je crois qu'il est passé, par exemple, sur les tirs ouverts, il était à 36% de réussite à 3 points l'année dernière. Cette année, il est à 23% de réussite. Ça montre bien à quel point il y a une chute d'adresse. Malgré tout, faut qu'il arrête de prendre ses step back à 3 points. Et même d'une manière globale, mais ça, je te laisserai peut-être en parler. Il force trop. Contrairement à l'année dernière où on pouvait se dire parfois arraché, il prend vraiment que les tirs où il est quasi sûr de marquer. Cette année, il y a trop de moments où Shea force un drive, essaye de forcer des lancers. Du coup, ça ruine un peu le momentum du Thunder, ça nous fait pas progresser en attaque, ça aide pas les coéquipiers. Donc ouais, moi j'aimerais bien qu'il arrête de prendre des step back à 3 points. J'aimerais bien qu'il prenne un peu plus de catch and shoot aussi à 3 points, parce que là pour le coup il est efficace. Je crois qu'il est à 45% de réussite à 3 points sur les catch and shoot. Mais 5% de ses tirs pris, c'est des catch and shoot à 3 points, donc c'est trop peu. Donc ouais, voilà, le tir à 3 points de chez est un vrai problème cette saison. Il est passé de quasi 42% de réussite l'année dernière à 28 cette année. Donc voilà, je sais pas, va falloir régler le problème. Est-ce que c'est en prendre moins? Est-ce que c'est travailler sur la mécanique? Est-ce que c'est en prendre des meilleurs en termes de qualité? Je sais pas, mais toujours est-il que je souhaite acheter au moins de retrouver son adresse à 3 points, au pire de changer certaines sélections. Ok, déjà, bon, il y a Valentin qui nous dit que c'est flou, hésite pas à nous dire si c'est encore flou, je pense pas que ça le soit, mais peut-être. Alors, par rapport à Shea, alors je vois beaucoup cette problématique de tir à 3 points de step back qui énerve pas mal de gens, de sélection de tir et autres. Comme tu l'as dit, je suis pas tant sûr que ça, que sa sélection de tir soit tellement différente en termes de zone, etc., par rapport à l'année dernière. Là où l'année dernière, il faisait une saison, j'ai presque envie de dire historique en termes d'adresse. Ouais, puisqu'il était Voilà. meilleur que des Lillard. Il y avait que Euh, Steph, je crois, qui était plus en il faut quand réussite. même se remémorer que c'était sur un échantillon d'une demi-saison écourtée, que peut-être que sur la fin de saison, ça aurait un petit peu diminué.
Voilà. Donc oui, c'est toujours flou. Je sais pas pourquoi, messieurs, je vous avoue. Ah, Je ne sais pas pourquoi. moi aussi c'est flou chez moi. Bon, on est qu'en 240, c'est pour Ah, ça en termes ah, de. ok, Voilà. alors attendez, je vais peut-être essayer de régler ça. Est-ce que c'est encore flou ou pas? Je vous avoue que j'ai pas forcément trouvé d'explication et de solution à ce qui avait changé. Donc est-ce que c'est encore flou ou pas du tout, ceux qui sont là? Ah là c'est top, alors là, Ah, il y a du 720, voilà. ah bah incroyable. Ah, Je n'ai strictement rien changé. et pas touché. Je n'ai strictement rien changé. Donc C'est vraiment pour nous faire chier. c'est un truc Vraiment. voilà, pour nous faire perdre 5-10 minutes au milieu du truc. Voilà. Jeff Bezos a décidé de nous emmerder, Incroyable. voilà. Bon, on reprend donc, on va reparler de Shea. Je vais reprendre. Je disais que sa sélection de tir n'était pas forcément excessivement différente de ce qu'on voyait l'année dernière, que son adresse par contre avait largement baissé, là où l'année dernière elle était historique et que on pouvait s'attendre, même s'il jouait la saison complète, que ça diminue petit à petit et qu'il reste pas toute sa carrière à ce chiffre-là quand même. Après là, la chute est un peu difficile. Mais moi, ce qui m'embête, c'est quand je vois par exemple les commentaires après le dernier match, il y a 2 semaines, il est joueur de la semaine. On a un Shea qui est à son presque plus haut niveau qu'on l'ait vu, il est presque en 27-5-5, un truc sur la semaine avec 3 victoires, une défaite. Là, il n'y avait pas de problématique, quoi. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 4 matchs peut-être. Donc il a une saison où il y a des hauts et des bas. Contrairement à toi, alors je suis d'accord avec toi qu'il pourrait faire mieux dans ses choix, parce qu'il force aussi effectivement, mais il a commencé de régler un peu les choses en utilisant plus son mi-distance, on en a déjà parlé toi et moi. Il y a d'autres choses qui arrivent, enfin il essaie de s'adapter. Après oui, il y a des fois ce côté-là où tu sens qu'il est un peu frustré, qu'il a envie de scorer, qu'il a envie de porter l'équipe, qu'il a envie d'avoir son momentum. Tu vois, même le dernier contre les Wolves, à un moment, il prend 2 ou 3 points d'affilée, un peu compliqué. Ah, il est horrible, Ouais, là, ouais. contre les Wolves, il est Bah, tu horrible. vois, alors, j'ai regardé le match en replay, j'ai vu que Shea avait pas été bon. Je regarde le début de match, il donne beaucoup la balle. Alors, il en perd quelques-unes, mais il donne beaucoup la balle. Après, Mais le premier quart, ça ouais. va, c'est Et après que ça après, devient horrible. effectivement, ça se dégrade. Comme l'équipe, hein, Oui, globalement. oui, oui. Moi, par contre, contrairement à toi, je le présenterai d'une manière où moi, mon vœu, c'est que Shea ait de l'aide. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que c'est pas le seul fautif dans le fait qu'il soit obligé de jouer comme ça, parfois de forcer, parfois d'essayer de scorer un petit peu par lui-même, voilà. Parce que déjà sa chute de pourcentage, vu comment les défenses se défendent maintenant, comparé à l'année dernière, je pense que ça joue. Je pense que ça joue grandement. L'année dernière, il commençait de performer plus. Là, les équipes, Oui, il n'y a plus l'effet de ouais, il n'y a surprise. plus d'effet de surprise, on s'est adapté, ils sont 5 dans la raquette dès qu'ils drive, il y a des trappes, etc. Ça joue. Je pense que même si l'année dernière, au final, sur le début de saison, il n'y avait pas une équipe vraiment différente de ce qu'on a là, un Hallerford l'aidait bien, un Malédon qui mettait dedans en début de saison l'aidait un petit peu, et c'est surtout ouais, cet effet de surprise. Et cette année, je pense qu'on pourra en reparler peut-être après, je sais pas si ça rentrera dans nos sujets, mais personne met rien, honnêtement. Y a pas grand monde, qui score. Donc t'as un espèce de spacing, j'ai envie de dire théorique, parce que t'as 5 joueurs qui sont à l'extérieur, t'as 5 joueurs potentiellement capables de tirer, mais t'as 5 joueurs qui ont des pourcentages assez faibles. Donc c'est plutôt de la théorie pour l'instant, donc ça l'aide pas. Il joue énormément d'ISO. Est-ce que c'est une volonté, est-ce que c'est du coaching, est-ce que voilà, ou est-ce que c'est forcé parce qu'il arrive. Des deux, je pense. Je pense qu'il y a une problématique qui est un peu de tout le monde. Donc moi, c'est plutôt un besoin d'aide. Alors, ce besoin d'aide, comment je l'ai découpé? Alors déjà, c'est un besoin de shooter, c'est-à-dire soit dans le futur, au cours de l'année, ça recrute du shooter à la draft ou à la free agency, soit les mecs qui sont censés mettre des tirs commencent de mettre des tirs. Ça peut être une très bonne solution, un Ludor plus efficace, un JRE plus efficace, etc. Ça ouvrira déjà bien plus les défenses. On est bien meilleur avec Muscala et Kenrich parce que ça met dedans. Oui. Ça met dedans. Donc, C'est ce que j'allais te dire. Parce que le problème de shooting, c'est pour le 5 majeur, parce que le banc, entre Kenrich, Muscala et Treman, t'as quand même des joueurs qui sont capables de mettre dedans. Bizarrement, on est bien meilleur et Kenrich doit être le seul joueur avec un net rating positif, je crois, s'il l'a encore après ce match-là, peut-être. C'est pas sûr. C'est pour ça que je dis peut-être. Mais voilà, c'est bien meilleur avec ces joueurs-là parce qu'ils mettent dedans. Muscala, voilà.
Ensuite, ça je sais que tu en reparleras peut-être après, mais l'une des solutions, ça serait que Guidi ait plus la balle en main pour que Shea soit plus à la finition et moins à la création. C'est-à-dire que Guidi crée le début d'action, on libère Shea sur un mouvement, il arrive en mouvement avec un peu de décalage, et il peut scorer. Ça, pour moi, c'est une vraie solution où Shea est pur scoreur, presque, et moins arrêté tout le temps avec la balle, à faire du... Il y a des actions, c'est du Harden, hein. C'est 40 dribbles sur place et j'essaie de passer, et sauf que c'est pas un joueur type Harden, en tout cas pour l'instant, ça sera peut-être jamais, ni Doncic, ni voilà, donc c'est un peu problématique. Je vois du Ty Jerome, alors Ty Jerome, il faudrait qu'il mette dedans aussi, par exemple, parce qu'il met pas de... Ça allait mieux sur les derniers matchs, là le dernier, il a pas mis dedans, mais le stretch, là, à partir du moment où il se remet à jouer parce que tout le monde a chopé le Covid, je trouvais que ça allait un poil mieux en termes d'adresse. Après Guidi, j'ai beaucoup d'espoir, et ça aussi je crois que tu vas en parler, sur la progression interne et de l'utilisation augmentée de certains joueurs. Je parle d'un Treman qui pour moi peut... il me pique tous mes sujets. Non mais je te l'ai dit avant, qui Treman pour moi peut vraiment aider cette attaque du Thunder, mais vraiment beaucoup. Et après, si un Poku et un Beasley commencent de répondre aux attentes qu'on avait un minimum, ça aiderait aussi grandement Shea offensivement. C'est un autre problème. Et ensuite, moi, mon souhait, ce qui en découle, c'est qu'à la draft, encore cette année, c'est talent offensif pur. Faut pas chercher à comprendre, faut pas chercher fit, faut pas chercher, voilà. Sur les ailes. Voilà. Ah oui. Alors après, effectivement, au-delà du fit, etc., il y a des postes à pourvoir bien plus que d'autres. Le 3-4-5 est bien plus à pourvoir que le 1-2. Donc, on peut apprécier autant qu'on veut Wiggins, Kenrich, etc. Il faut autre chose. Il faut du talent supplémentaire. C'est trop faible sur le front de court et voilà. Ça, c'est les clés. Ça, c'était ma problématique et mon souhait. Un petit peu les clés à laquelle j'ai pu réfléchir sur ce qui pourrait s'améliorer. Donc, je pense qu'on va y revenir pas mal de fois. Et il y a un sujet Poku, dont je vois que ça commence d'en parler. Donc, voilà, à voir. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Shea ? Oh bah t'as bien parlé là sur Shea. Ouais, j'ai pris le temps là. Ouais, j'avais pas mal préparé sur... Pour une fois, je t'ai pas coupé. Non, alors après... Non, je suis d'accord. Le fait qu'il manque d'aide, comme tu dis, me fait dire quand même que l'année dernière, il n'avait pas non plus une aide qui était incroyable. Hein. Même si tu avais un petit peu d'Alorford ne mettait pas non plus tout le temps dedans l'année dernière. Dort mettait pas non plus tout le temps dedans l'année dernière aussi. Il y avait des moments où c'était très irrégulier. Malédon mettait pas. C'était mieux en début de saison rookie que cette année, effectivement. En même temps, c'est pas beaucoup plus difficile. Mais il mettait pas non plus tout le temps dedans. Voilà, je pense que le vrai facteur de Shea qui galère un peu plus, c'est que maintenant il est sur le scouting report des adversaires. Je pense que ça y est, maintenant les gens ne sont plus surpris, les coachs adverses, les analystes adverses ne sont plus surpris par Shea, ils savent à peu près comment tu peux le défendre. Et quand tu parlais du fait qu'il avait été élu joueur de la semaine, moi je dis ok, je suis d'accord avec toi, mais au moment où il est joueur de la semaine, il met pas un tir non plus de loin. C'est ça le problème. C'est qu'il avait plus de lignes de drive, parce qu'il créait un peu plus, etc. Mais c'était pas... non, c'était pas flamboyant de loin. D'un coup, il s'était mis à shooter à 3 points. Ouais, mais il y avait beaucoup moins de plaintes, si tu veux. Moi, c'est ça qui me marque souvent. S'il en prenait moins, je pense. Je suis même pas sûr. Je sortirais pas... J'ai pas la stat, mais... Attends, c'est quelle semaine là qui est joueur de la semaine ? Il y a 2 semaines là ? Quand on tape Denver, Memphis et après, tu soulèves une problématique qui va dans mon sens. C'est que ces matchs-là, il a eu plus de lignes de drive. Est-ce que ça mettait plus dedans à côté de lui aussi ? Ou est-ce que ça défendait moins bien en face ? C'est une autre question, mais je pense qu'une partie de ces 3 points en step back ou en side step, c'est un peu un aveu d'impuissance où il n'y a pas d'autre chose à faire en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, regarde, quand il est joueur de la semaine, il y a 2 sur 5 face aux Clippers, bon bah ça va. Il y a 0 sur 5 de loin face à Memphis. Il y a 0 sur 7 de loin face à Denver. Et il y a 2 sur 6 de loin face à Phoenix. Donc il en prend beaucoup quand même, pour le coup. Ouais, mais il les met pas pour autant. Donc c'est parce que Shea se retrouve avec 8 lancés, 7 lancés, 7 lancés, 13 lancés. Match d'après, il a 17 lancés. Là, tu vois, il est repassé à 4 lancés, 5 lancés. Le problème, c'est que, Shea, malheureusement,
Ben, il est un peu en train de se James Hardeniser dans le jeu, hein, très honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, mais alors après, en bien ou en mal, hein, je sais qu'il y a autant de fans de James Harden qu'il y a de haters de James Harden, mais là, il est dans une situation où il veut chercher beaucoup de lancers. Le problème, c'est qu'il arrive probablement dans la pire année pour gratter des lancers, puisque c'est l'année où les arbitres ont décidé d'un peu avaler leur sifflet, notamment sur les drives. Donc ouais, je trouve que il y a un moment, en fait, on peut pas se plaindre de Shea parce que la saison, même si voilà, la propagande de Shea All-Star me fait beaucoup rire, très honnêtement, parce qu'il mérite pas d'être All-Star cette année. Le bilan du Thunder à l'heure actuelle est moins bon que le bilan du Thunder l'année dernière après le même nombre de matchs joués. Shea est moins performant, donc pour moi, il mérite absolument pas d'être All-Star. Mais voilà, après offensivement, je doute pas qu'il va être capable à un moment de retourner les choses et de se remettre dans le droit chemin. Malgré tout, tu vois, comme j'ai vu dans le chat, même quand moi je parlais de Shea, est-ce que voilà, c'est pas le moment avec notamment un Josh Giddey alors défensivement, tu vois, parce que là je vois, ça parle de TLC dans le chat qui défend, mais ça me fait penser que défensivement il se bouge par contre. Contrairement à la dernière, défensivement, c'est ce que je t'avais dit là, mais oui, ça se voit, ça se voit, et c'est un gros point positif. Je pense qu'il même globalement, il essaye de faire. Je pense que lui sait qu'il est un peu plus en difficulté, que c'est plus dur pour lui, et qu'il essaie de faire un petit peu autre chose des fois. Mais encore une fois, il y a des matchs où il passe à côté, où il est pas bon, quoi. Donc, il doit encore s'adapter à ça. Hein. On parle d'un jeune joueur, on parle dans une situation aussi inédite. Un joueur en 4e année. Ouais, hein, et une situation inédite, hein, parce que certes l'année dernière il jouait un petit peu tout seul, mais ça n'a pas duré éternellement. Là, il y a vraiment rien autour. Offensivement, c'est compliqué. Enfin voilà, il faut qu'on soit patient aussi avec lui. On est très dur parce qu'on a beaucoup d'espoir et qu'il nous a déjà beaucoup montré. Mais effectivement, il y a des solutions et des adaptations encore à trouver. Et je pense que ce soit du côté de Shea ou du côté du front office ou des autres joueurs ou de tout le reste. Et du coup, mon point c'était, est-ce que ce serait pas le moment de le redécaler au poste 2 ? Ouais. Alors dans le chat, on nous a parlé de ça, on nous a parlé de Cam Reddish. Honnêtement, Cam Reddish, il va pas changer l'attaque du Thunder, loin de là. Je l'aime bien, hein, c'est un bon prospect, mais... Ça, moi, je suis prêt à récupérer Cam Reddish parce que ça fait 6 mois que je le dis. Tente des paris sur des joueurs qui ont été piqués très haut et qui n'ont pas encore performé. Même si Cam Reddish, les matchs où il était titulaire, il y a des matchs à 35 points. Ouais, mais il changera pas la phase du Thunder pour l'instant. Pas en l'état actuel des choses. Après que là on nous dit que ça soit il faut qu'il y ait un joueur plus fort à côté de lui, voilà. C'est difficile. C'est difficile et c'est ce débat qu'on avait. Est-ce que c'est un 1A, un B, 2A, 2B, 2... Enfin, voilà, c'est l'éternelle question. C'est pour ça aussi qu'on attend toujours cet énorme pic de draft. Au-delà de Giddey, qui est un super choix, ce talent générationnel, que ce soit au scoring ou que ce soit... Voilà, je pense qu'on l'a pas encore. On le savait. Ça aurait pu être Kate, ça aurait pu être autre, mais il va falloir peut-être aller chercher dans les prochaines drafts. Ça, on va largement en discuter aussi de ça, je pense. Non, mais vous allez voir. On va parler de la draft, mais vous allez voir que mes propos ne sont pas si demeurés qu'il pourrait en avoir l'air. Bon, on a parlé tous les deux de notre vœu pour Shea. On en avait chacun un. Sur quoi tu veux enchaîner ? On parlait de Shea qui doit jouer poste 2. Du poste 1. Ça nous fait une transition toute faite sur le poste 1. Josh Giddey, le top 3 Rookie of the Year. Hein. Je pense que maintenant on peut le dire sans trop trembler des dents. Il est top 3 Rookie of the Year. À l'heure actuelle, il est top 3 Rookie of the Year. Là, il nous fait un stretch qui est quand même assez fort. Assez fort. Là, avec le triple-double, le match à Minnesota où il se donne. Là, tu vois, là, le match contre les Wolves, il est en 10-5-5, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 10-6-6. Il fait un mauvais match. Bon, si Josh Giddey commence à faire des mauvais matchs alors qu'il est en 10-6-6, ça va. Non, mais alors, dans le chat, je suis désolé, il est top 3 Roy. Hein. Pour moi, il est devant Cade. Il est devant... Il n'y a que Scottie Barnes et Evan Mobley qui sont au-dessus. Voilà, après, vous pouvez débattre tant que vous voulez. Cade, voilà. Cade est fort aussi, mais il est moins bon que Josh Giddey. Il perd plus de ballons, il a des moins bons pourcentages au tir. Il n'y a que les points. Alors effectivement, si on fait le classement de Wagner, c'est difficile à comparer parce que voilà, c'est pas le même profil de joueur qu'un Josh Giddey. Mais
Je trouve qu'on accorde beaucoup de points, beaucoup d'importance aux points marqués, beaucoup trop d'importance aux points marqués pour le classement du Roy et qu'on n'accorde pas assez d'importance aux autres catégories statistiques. On se rend pas compte que Josh Giddey, il est troisième au rebond parmi les rookies. Il est premier en assist. Je me demande s'il n'est pas premier aussi en ratio assist-turnover. Il est dans le top 5, je crois, top 6, top 7 des interceptions. Il est dans le top 8 des points. Bon, il y a un moment où, voilà, pour moi, bon, après, voilà, c'est subjectif, mais pour moi, Josh Giddey est vraiment pas loin d'être top 3 Rookie of the Year. Peut-être même top 3 à l'heure actuelle. Je vois du Cade pas ouf, ça me fait rire, parce il a repris déjà il y a pas si longtemps que ça, il revient. Quand je vois comment il est entouré, c'est dur pour Cade. Après, on attendait mieux. Mais après, j'ai soyons pas vu patients. beaucoup de matchs de Détroit récemment, mais non, mais ne jugeons pas les rookies. Surtout à Détroit, comme vu l'équipe, parce que nous, on a une mauvaise équipe, mais alors à Détroit, c'est un autre délire. Non, mais on va pas juger les rookies au bout Oui, de. bien On sûr. va pas juger le niveau des rookies au bout de 40 matchs, ça n'a aucun sens. Oui, mais défensivement, il est énervant, Valentin. Mais est-ce que tu m'as entendu dire le contraire? Voilà, dans le chat, voilà. On dit du bien de Josh Giddey. Vous voyez le chat? Alors, quand je dis du bien d'un joueur, vous arrivez dans le chat en disant oui, mais effectivement, défensivement, il est immonde. Mais évidemment qu'il est immonde. Il lève même pas les bras quand il y a des tirs à 3 points. Évidemment qu'il est dégueulasse. Mais laissez-nous Bon. kiffer les passes laser, les passes aveugles, le triple-double et tout. Laissez... Je sais pas qui fait Josh Giddey, hein, mais non, mais défensivement, oui, il est immonde, mais je vais pas vous dire le contraire. Il me frustre hein, à un point. Il plie même pas les jambes. C'est à partir du moment où tu plies pas les jambes en défense, où tu fais pas la chaise, où tu lèves pas les bras quand il y a un tir qui est tenté. Franchement, Josh Giddey passe plus de temps à se recoiffer sur le parquet qu'à défendre, hein, je vous le dis. Hein. Mais bon. Non, Ouais, après, voilà. vraiment. Non, mais en plus, en fait, chaque gros plan qu'il faut, il est tout le temps comme ça. Donc tu passes. Mais même en attaque, il est comme ça. Et quand il a un vol, il se recoiffe, frère. C'est bon. Enfin, on a compris que t'étais BG. Tranquille. Et du coup, pour éviter de se recoiffer, moi j'aimerais bien qu'il ait un peu plus la balle en attaque. Parce que je suis allé consulter le usage rate de Josh Giddey. Il est troisième au Thunder, voire même quatrième. Mais il y a des délires assez chelous, comme quoi Jalen Howard a un un usage rate plus élevé. Dans le 5 majeur, en tout cas, il est troisième. Chez, logiquement, premier de usage rate. Lugensdort est deuxième. Et ça me pose problème. Le fait que Lugensdort ait un usage rate plus important que celui de Josh Giddey, ça me pose énormément de problème. Et après, je suis allé comparer au niveau des rookies. Bon, alors, il y a Cade qui est premier en termes de usage rate. Enfin, je crois qu'il est premier. En tout cas, il est au-dessus de Josh Giddey. Il y a du Bones Island aussi qui est au-dessus. Il y a du Franz Wagner, il y a du Jalen Green qui est au-dessus. Et il y a un autre rookie. Alors, j'ai perdu le nom. Oui, Alperen Sengun, voilà. Alperen Sengun a un usage rate plus élevé que Josh Giddey. Ça me pose problème. Parce que Josh Giddey, globalement, il est... Bon, c'est le meilleur passeur. Là, je pense que tu peux le dire sans même tirer trop de conclusions. C'est le meilleur passeur de la QV. Je pense que voilà, il est au-dessus de Cade, même en termes de spectacle. Je trouve que voilà, c'est le meilleur passeur. Après... Il est pas assez il est bien utilisé quand il est avec le banc. Je trouve qu'il est plutôt bien parce que c'est quasiment le seul ball handler quand il est avec le banc. Il y a peut-être un Treman qui est à côté, mais voilà, c'est pas un gros ball handler comme Toletche ou comme Croix Lugensdort. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien le voir avec le 5 majeur. C'était un peu le cas en début de saison et on revient un petit peu sur Shea Parce pour qu'il ça. s'est effacé, ouais. Euh, Ouais, voilà, parce que Shea s'effaçait et avait confiance dans le fait de laisser Josh Giddey être balle en main. J'ai l'impression que ouais, depuis 10-15 matchs, c'est un peu moins le cas, que Shea a plus tendance à reprendre la balle, et qu'au final, les matchs où Giddey s'exprime le mieux, c'est les matchs où Shea n'est pas là. Enfin, typiquement, le triple-double contre les Mavs, pourquoi il cartonne? Je pense pas qu'il aurait fait un triple-double contre les Mavs si Shea n'avait pas été là, globalement. Je pense que c'est assez logique. Et tu vois, le match contre les Mavs, il termine avec 14 passes, mais il aurait pu terminer à 17-18. Oui, facile. Globalement. Hein. Facile. Parce que j'ai le souvenir d'un Wiggins qui se retrouve ouvert sous le panier avec un lay-up qui le manque, ça ferait déjà 15. Voilà, il y a 2-3 tirs qui sont manqués, ouverts aussi, et il aurait largement pu monter à 17-18. Donc en fait, dans une attaque du Thunder qui galère, Josh Giddey pourrait... Enfin, quoi, la création de Josh Giddey, elle est quand même très intéressante pour un rookie. Je pense que le dernier rookie à avoir créé aussi bien c'est Trae Young. Je pense même qu'il est au-dessus de Ja Morant en saison rookie en termes de création.
Il se fait des passes, il est spectaculaire. En plus, il y a des cross courtes incroyables, il y a des passes cross courtes incroyables de Guidi. Mais du coup, ouais, j'aimerais plus le voir balle en main. Alors c'est difficile parce que son handle est pas non plus complètement. Oui, la mélo, si la mélo, Ouais. effectivement la mélo. Mais il est. Je dis pas que les deux joueurs sont les mêmes parce que voilà, la mélo a bien plus de qualité de shooting, mais il y a quand même des similitudes dans leur jeu. Pas seulement du fait qu'ils viennent de NBL, mais je trouve il y a des similarités, notamment à la passe. En termes de showtime, je trouve il y a des petites similitudes entre les deux joueurs. Après, je souhaite que Josh Giddey ait le niveau qu'a Lamelo, ne serait-ce que cette saison un jour. Mais voilà. Donc, et je trouve que dans une attaque d'OKC, comme je l'ai dit, qui galère offensivement, avoir un Josh Giddey, enfin profiter de la qualité de création de Josh Giddey, je trouve ça plus intéressant que de le cacher un petit peu off-ball où il sert pas à grand-chose. Après, voilà, comme je voulais le dire, le handle est encore perfectible. Le handle est encore un petit peu perfectible. Tu sens qu'il y a certains moments où il est un peu en galère sur son handle, donc c'est pas facile. Mais oui, je trouve que avoir un Josh Giddey qui a un usage rate inférieur à Lugensdorf, pour moi, c'est vraiment, ça n'a aucun sens et ça ne doit pas arriver. Alors, par rapport au usage de Dort, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est que Dort est. Cette année au Pour les Thunder, tirs. c'est un trou noir dans le sens où dès qu'il a la balle, il tire presque. C'est pour ça que son usage est ultra élevé parce que c'est pas qu'il crée ou autre, c'est parce que dès qu'il a la balle, en gros, c'est pour tirer. Donc ça, je pense que ça joue largement. J'aime bien l'utilisation de Guidi, mais comme toi, ça pourrait être encore plus poussé et je pense que ça doit se faire progressivement. Là, depuis le début de saison, c'est bon, son rôle, il l'a adopté. Bon, il y a cette problématique défensive. Et on voit quand même des énormes flashs. Effectivement, quand Shea est pas là, il en profite et donc ces minutes-là sont très bien pour lui. Maintenant, petit à petit, ben ouais, on voit que Shea est un peu en difficulté. Autant le décharger un peu de responsabilité petit à petit et donner à Guidi, qui, attention, a parfois des excès un peu de confiance, de création, de passe, de ces choses-là. C'est un rookie. C'est exactement ce que je veux dire, c'est un rookie. Donc, y aller petit à petit, pour moi, c'est le bon moyen, mais ça doit se faire. Ça doit se faire, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Et mine de rien, bon, c'est par période, comme tu l'as dit, là, en ce moment, moins. Après, quand Shea était pas là, forcément, on l'a énormément vu. Non, il a cartonné. Il a cartonné. Mais est-ce que ça te permettrait à l'équipe d'être compétitif sans Shea? Non, on est moins bon sans Shea, c'est quand même une certitude. Mais j'attends de voir quel impact serait globalement sur l'équipe, parce que tu donnes quand même beaucoup la balle à un rookie qui n'a pas un tir encore. Attends, il met des stats back sur 40 minutes. Il n'a pas un tir qui est ultra efficient, et voilà. Donc, soyons patients quand même pour lui donner toutes les clés de l'attaque, même si c'est très satisfaisant qu'on voit, et je te rejoins quand même. Et c'était un de mes points par rapport à Shea, c'est que un peu plus de Guidi, un peu plus de Shea off-ball, ça me plairait un petit peu. Mais tu vois, il y a une action. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps avant, c'est pour ça que ça me parle bien, contre les Wolves, où t'as Shea qui donne la balle à Guidi, et après il a un écran en s'éloignant, un flare screen là, ça doit être JRE ou Muscala, et du coup il reçoit la balle un peu en mouvement pour jouer son 1 contre 1, il y a eu un switch sur Towns. Alors l'action en soi, il n'y a rien, mais juste le fait de voir Shea se déplacer un petit peu et de Guidi le trouver, eh ben, c'est déjà bien plus intéressant, et il n'y a rien eu en adaptation à faire, il n'y a pas eu grand chose. Donc un peu plus de situations comme ça. Le problème, c'est que faudrait que Shea se bouge off-ball aussi. Ouais. Hein. On en revient à la même problématique, et ça, on l'a déjà souligné en cours de saison. Mais Shea, à partir du moment où il a pas la balle, il fait pas quoi? grand chose. Hein, ouais. Mais... Est-ce que t'as déjà vu, de mémoire, ça ne me revient même pas, est-ce qu'on a déjà vu Shea dans un corner? Très peu. Il a dû en prendre un ou deux tirs, mais il y en a vraiment très peu. Il y en a très peu. Hein. Après, même globalement off-ball, alors il y a quelques flashs de plus en plus selon qui joue sur des cuts, sur ces choses-là. Aaron Wiggins, ouais, il y a des flashs comme ça. Après, off-ball, on n'a jamais été une équipe super forte là-dessus, et cette année c'est le cas aussi. Il y avait un peu de Dort sur des backdoors, il y avait un peu de ces choses-là. Mais c'est vrai que off-ball, on n'est pas... On regarde souvent le porteur balle, quoi. On est souvent dans l'attente. Ça, pour le coup, je comprends les critiques qu'il peut y avoir un petit peu sur ça. Après, là, dans le chat, quand on me dit des notes, ils ne libèrent pas les shooters, statistiquement, c'est faux. Statistiquement, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On est l'équipe qui prend peut-être le plus de tirs ouverts à 3 points de la ligue, c'est juste qu'on les met pas. Ça, c'était comme l'année dernière, Oui. on en a déjà parlé.
Est-ce que, voilà, Mais ça, c'est pas vrai. quand tu sais qu'OKC en met aucun, Voilà. bon, t'as peut-être envie de les laisser. Mais Au ne final. dites pas du coup que les shooters sont pas libérés parce que c'est pas vrai. Ça, Non, ça pour le coup, ça non, c'est c'est pas pas vrai. vrai. C'est juste qu'ils sont pas foutus de mettre Ouais. dedans. D'ailleurs, Josh Giddey, depuis qu'il revient du Covid, 3 sur 5 à 3 points pour le premier Mhm. match, 2 sur 4 de loin, bon, 0 sur 2 pour le Mhm. dernier. Et le mec est à 7 sur 16 pour, après son match où il fait 10 passes, 10 rebonds et 0 points. Il a chopé le Covid. Il revient, il fait 7 sur 16, ce qui est très honorable, je trouve. Surtout face à Dallas où personne ne mettait dedans. 6 sur 11, on va être encore à plus de 50% face aux Mhm. Wolves, là où encore personne ne mettait dedans, et 3 sur 6. Mhm. Donc globalement, au tir, là, bon alors je vous dis pas, hein, si ça se trouve, cette nuit il va faire un 3 sur 14. Mais ça va un peu mieux. J'ai l'impression qu'offensivement, ça va un peu mieux. Sa sélection est mieux aussi. Tu vois, j'ai l'impression que lui, il y a de plus en plus de cuts, tu sais, en contre-attaque. Il force moins ses flotteurs et ses lay-ups quand il est défendu. Un peu, Il va plus vers le panier, ouais, j'ai ouais, ouais, l'impression un peu aussi. moins. J'allais dire un peu moins de 3 points contestés ou step back, etc. Donc, je pense que ça l'aide sur ses pourcentages. Donc, là-dessus, c'est encourageant, mais Effectivement, au lancer, il est à 9 sur 11 hmm, sur les 11 derniers. 9 sur 11 au lancer, donc effectivement, comme dit dans le chat, ça va beaucoup ça va mieux. beaucoup mieux. Mais après, on le connaît, hein. Enfin, les rookies, voilà, Ça les rookies, il y a un fait. moment où surtout un rookie comme Josh Giddey, il y a un moment où ça va Ça, redescendre. c'est obligatoire. Globalement, du coup, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point Guidi. Je vais enchaîner, moi, avec un autre vœu. On va rester sur les joueurs, peut-être, pour l'instant. Moi, il fallait que je parle de beaucoup, quand même. Euh, J'ai rien dit, et, hein. moi, T'as vu, j'ai rien dit, hein. ma résolution, attention, c'est quand même, il faut faire quelque chose de beaucoup. C'est pas, j'en attends mille machins. C'est pas, C'est pas, il faut plutôt que beaucoup fassent quelque chose. oui, non, il faut faire quelque chose. Alors, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que alors, il y a des matchs, bon, ok, ça se passe, bon, il est pas spécialement. Ça va, sans plus, ça va. Après, les matchs, il est catastrophique. Je vois des critiques, alors je suis plus ou moins d'accord avec ce qui est dit ou pas, mais ouais, tu peux pas éternellement le défendre non plus. La progression, elle est pas là, physiquement, très peu. Dans le jeu, encore moins, tu vois. Ça, je suis obligé de l'avouer. Alors, on a déjà parlé un peu du rôle, de comment l'utiliser, etc. Pas mal de choses. Je pense que la J-League, ça devient obligatoire. Je pense qu'on voit dans le chat, on nous le dit beaucoup. Même Je pense que nécessaire, là, je pense. comme l'année Plus dernière, qu'obligatoire, c'est nécessaire. si ça lui permet de reprendre confiance, etc., je pense que ça peut être un très bon point pour lui. En plus, vu la politique du Thunder, il peut jouer en G-League la veille et le lendemain il est avec le Thunder. Donc autant en profiter au maximum, autant lui faire jouer 2 matchs s'il faut, voilà, essayer de lui redonner confiance sur son tir qui. Ouais, des fois il tombe dedans, t'es surpris, tu vois, il en met un contre Minnesota, à un moment il fait une bonne séquence et après tu le revois plus en Oui, fait. parce qu'il est en catch and Ouais, shoot. voilà. Celui qui Mm, met. mm, mm. Le problème, c'est que Poukou, t'as l'impression, c'est Paul George en fait dans sa tête. Non, mais il y a des trois, sans déconner, il y a des trois enfin, ils tentent des trois en step back là n'importe comment. Tu m'étonnes que son pourcentage à 3 points soit horrible parce que sa sélection de tir elle est mauvaise. Très honnêtement, hein. Il cède pas sur certains trucs où il pourrait être plus light, enfin moins faire de choses et ça le desserverait beaucoup moins en fait. Ça je suis d'accord avec toi. Donc je pense que la J-League c'est nécessaire et après il faut quand même se poser la question parce que l'année prochaine team option, beaucoup. Dans, Oh, tu dans l'apprends. 2 ans team option, sa dernière année du contrat. Donc en fait, alors je suis d'accord avec toi, je pense que l'année prochaine elle est prise. En plus elle a, Je crois elle a- qu'elle est pas déjà prise. peut-être d'ailleurs, peut-être. Je crois qu'elle est Et déjà elle est à prise. 3 millions, donc bon, voilà. Par contre, la dernière qui a 5 millions l'année, sa 4e année de rookie, ou quand tu auras Shea dans son contrat, prolongé Dort, enfin, potentiellement, enfin voilà. Que Là, tu auras sûrement drafté un voilà, intérieur à la draft 2022. là, attention. Là, attention pour beaucoup. Donc en fait, on est peut-être déjà à une saison et demie. Là, on a eu une saison et demie de Poku. Il a peut-être fait la moitié de son temps assuré au Thunder, si je peux te dire. Alors je sais qu'il faut être patient et je suis le premier à le défendre, je suis le premier à le dire, etc. Mais si on n'a pas une petite progression cette fin de saison, et que l'année prochaine il revient et que c'est le même joueur, ça va être très compliqué. C'est-à-dire pour moi, enfin on en parlera, on a le temps d'en parler, mais
fin 2022, pardon, ça va commencer d'être les dernières chances pour Poku. Donc, mon vœu, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'on en fasse quelque chose, qu'on trouve un moyen de le débloquer. Parce qu'honnêtement, en vrai, il y a du basket, si tu veux. Il y a du basket, on l'a vu, il y a plein de flashs, il y a plein de choses, mais il y a encore trop de carences sur plein de trucs où il faut qu'il évolue. Et l'horloge tourne, concrètement. Oui, la moitié de son temps à NBA ou au Thunder, oui, c'est la même chose, je pense. Non, mais après, c'est à lui de se débloquer aussi. Hein. Il y a un moment où, enfin voilà, il y a des flashs, mais bon, il y a trop d'irrégularités. Moi, les 2 matchs là, je crois que c'est 2 matchs où il start là. Ouais. J'ai envie de m'arracher les yeux, c'est horrible. Les 2 matchs où il start, c'est horrible. Après voilà, moi voilà, vous savez bien que j'ai jamais été le plus grand fan de Poku, même au moment de sa draft, j'avais déjà pas mal de réserves. Fin de saison dernière, je commençais à y croire. Je crois même que quand on a fait la preview de début de saison, c'était ma satisfaction de l'année, si je dis pas de bêtises. C'est pour vous dire à quel point je suis pas, contrairement à ce que pense le chat, je suis pas un hater de Poku. J'aimerais bien qu'ils réussissent. Hein. Moi, des joueurs qui réussissent au Thunder, j'aimerais bien qu'ils réussissent tous. Hein. J'aimerais bien qu'Isaiah Roby réussisse au Thunder. Mais après, il y a un moment où tu ne peux plus en fait. Là, tu peux encore parce que voilà, t'as pas non plus un intérieur qui est fourni, comme je l'ai dit. Ça manque d'un scoreur défenseur. Typiquement d'un joueur à la, hein, parce que je vous dis pas de ce même niveau, parce que sinon là le Thunder serait très fort, d'un joueur à la Jason Tatum, d'un poste 3-4, capable de défendre et capable de se créer un peu son tir tout seul. Ça manque terriblement au Thunder. Je pense que même encore plus qu'un poste 5, je pense que vraiment un scoreur sur les ailes, c'est ce qui manque le plus à l'heure actuelle au OKC. Mais ouais, Poku a de la chance que ça manque à l'intérieur, ça manque de barbac, ça manque d'effectifs. Il a de la chance aussi d'avoir un coaching staff qui lui fait plutôt confiance. Enfin, c'est loin d'être. Ouais, mais... Tu vois, Bazley s'est retrouvé sur le 5. Poku, il y a peu de matchs où il s'est retrouvé DNP. Après, est-ce qu'il est. Bon, il y en a eu quelques-uns. Après, est-ce qu'il est bon à l'entraînement, etc. Parce que tout le monde a l'air d'avoir un peu confiance, peut-être. Après, tu vois, l'un des matchs qui start. Dans mes souvenirs, et je crois qu'il a joué 16 minutes sur ce match-là, il joue beaucoup le premier quart, il revient même assez tôt, par contre tu le vois presque pas de la deuxième, tu vois. Ouais, mais ça c'est pas que Poku, hein. Il y a plein d'équipes qui font ça, parce que voilà, c'est la politique des équipes de starter avec un joueur. Tu vois les Nets qui startent avec David Duke, genre, mais d'où? Mais c'est la politique, voilà, des équipes de garder leur force en sortie de banc, quitte à niquer un petit peu un starter. Mais je suis d'accord avec toi que le fait qu'il n'y ait personne sur son poste et que même un Beasley, je l'ai vu passer dans le chat, qui joue de plus en plus poste 5, ça lui ouvre encore un peu de temps de jeu, en fait, il a un peu de chance là-dessus. Donc malgré l'éclosion d'un Wiggins qui occupe quand même ce rôle de 3-4, il a encore du temps de jeu, et oui, la J-League, il doit y aller, mais le problème, c'est que ouais, il faut trouver des solutions, pour pallier quand il sera pas là, parce qu'il prend des minutes, hein, donc... Ouais, bah après, et du coup, oui, pour terminer mon point, et qui rejoint un peu le tien, le problème, c'est que la draft 2022, elle pullule d'intérieur. Ouais. Globalement, le top 10, j'ai pas les stats sous les yeux, mais on parlera de la draft un peu après, mais il y a quoi? 50% des gars dans le top 10, c'est des intérieurs? C'est du 3, 4, 5, la plupart, ouais. Ouais. Banchero, Holmgren, Smith, etc. C'est... Duren, voilà. C'est soit du poste 3, voire même plus du 4-5, hein, j'ai l'impression. Donc, il y a un moment où, tu commences... Vous voyez, déjà, on en a cité 4. Ça fait 4 joueurs qui sont, selon les mocks, je crois, projetés dans le top 10. Bah, allez. Banchero, Smith et Holmgren, c'est les 3 premiers, déjà. Donc, comme ça. Oui, ça c'est sûr. Mais attention, la loterie va peut-être être sympa avec nous. Non, mais voilà, moi, on parlera de la draft après, mais je n'ai pas encore totalement suivi la draft. J'attends avant la March Madness pour commencer à bien scouter, parce que là, c'est bien si tu vas avoir un point de vue global, si t'es les gars d'envergure, voilà, tu es obligé de commencer à regarder les matchs dès maintenant des prospects. J'aime bien, quand t'as pas le temps de faire ça tout le temps comme moi, j'aime bien faire un petit point avant la March Madness, parce qu'après il y a la hype, notamment un Sox, tu vois que son profil a complètement explosé, que sa cote a complètement explosé après la March Madness. J'aime bien regarder avant, au moment du break, où en sont les rookies, parce que déjà t'as un point de vue plus clair sur qui seront les meilleurs.
et t'as une saison complète de NCAA pour pouvoir le juger. Mais du coup, ouais, Poku, tu vois, moi j'ai rien dit, hein. Toi t'as dit que c'est ça, c'est pas loin d'être Ah, sa mais dernière chance. j'ai réfléchi objectivement, hein, même en tant que fan ou que défenseur de Poku, à un moment donné, il faut être aussi objectif, quoi. Euh, Tu peux pas parier éternellement sur lui. Quand tu arriveras après cette draft-là, tu commenceras d'avoir une grosse base, je pense, de joueurs. Même si tu fais un all-in en 2022 pour avoir un dernier gros prospect, après 2022, je pense que toi et moi on est d'accord, ça va commencer de se former plus. Donc tu pourras pas parier éternellement sur lui. Donc, Il y en a certains, pour certains, c'est 2023. hmm, Encore une année. ça ferait. Ceux que j'étais déjà coté avant la March Oui. Madness, oui. Mais Alors après la March ouais, on peut Madness, citer un Davion Mitchell aussi, par exemple, si je crois, qui a été. Devin Mitchell, ouais, je crois qu'il est Davion bien Mitchell, monté. un Dousomnou qui a été super fort aussi, je crois, à la March Madness, et qui pour le coup s'est justifié, il est plutôt bon cette année, non? Ouais, il est bon avec. Si je crois bien. Je crois qu'il a pas beaucoup de temps de jeu. C'est le Mais dernier il a match là été où il met plutôt une bon, ouais, il piquette a été là. plutôt bon quand il a joué. Mais moi ça me surprend Ouais, pas. ouais. J'avais fait le scouting report de Dawson, en plus aux Bulls vraiment il est parce que c'est pas un joueur qui a beaucoup besoin de la balle, Non, donc c'est parfait pour lui, avec un ouais. profil plutôt défensif, c'est parfait pour lui. Mais du coup, ouais, Poku, ouais, en wait and see, mais on est plus dans le dépêche-toi que dans le. Enfin, on n'est pas loin de rentrer dans le dépêche-toi que dans le wait and see. Hmm, ouais. Malheureusement, encore une fois, Je hein. pense que, Moi, je pense je que me réjouis pas de voir son année, Poku rater, hein. 3 va être charnière. Genre vraiment. Je pense que sa première partie de Ouais, saison d'année ouais. 3 va être charnière. Par contre, je suis d'accord. Je te laisse enchaîner, je crois que tu voulais parler d'autres joueurs, d'autres vœux sur des joueurs. Encore, c'est moi qui Ah, continue c'est moi qui ai fait encore. Non, beaucoup. Ah, c'est vrai, c'est toi qui as fait beaucoup. Non, alors du coup, on va passer de l'autre côté du spectre, hein, puisque les haters de Poku sont fans d'un autre joueur, et les fans de Poku sont généralement des haters d'un autre joueur. Mais comme nous, on s'en fout un petit peu, on va parler de cette autre personne. Il est temps, et mon vœu pour 2022, il est temps que Darius Bazley apprenne à se connaître en tant que joueur, en tant que joueur NBA. En tant que joueur NBA, je sais plus qui j'ai vu tweeter ça, je crois que c'est un insider du Thunder, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est exactement ce qu'on dit depuis 6 mois, mais ouais, non, allez, depuis 2 mois, mais qu'on n'arrive pas à poser les mots dessus. C'est un insider du Thunder qui a tweeté sur Jared Vanderbilt, je crois. C'est Qui Andrew disait Schlecht. Andrew Schlecht, bah, voilà. Et qui disait qu'il se connaissait. Jared Vanderbilt savait quel joueur il était, connaissait ses qualités, connaissait ses défauts, savait dans quel domaine il pouvait apporter à son équipe. Et il est temps que Darius Bazley apprenne à faire ça. Alors je vais pas être méchant, je vais pas être plus méchant sur Bazley que je ne l'ai été par exemple en début de saison. Parce que au final, il a pas tant joué que ça. Il a chopé le Covid. Littéralement, on a fini le podcast, la FAQ de Noël. Je crois que c'est la FAQ de Ouais. Noël. On parlait de Bazley en disant il est bon en sortie de banc. Ouais. 1 heure après, c'était annoncé Ouais. qu'il était rentré dans le protocole. Donc il a pas joué tant que ça. Donc j'ai pas envie d'être méchant. Il y a certains matchs quand même où il a apporté vraiment du hustle. Là, c'est quoi? C'est le premier match contre les Wolves là où il apporte en sortie de banc, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ceux d'avant Je crois aussi, que- ouais. Enfin, ceux d'avant Donc, le ouais. Covid. Oui, non, mais ceux d'avant le Covid, on les a Mm. déjà couverts. Donc, au final, on peut juger Bazley que sur les matchs où il est revenu. Donc, ouais, alors après, voilà, il y a des lay-ups qui sont dégueulasses. Il y a des moments où il fonce tout droit sur des défenseurs. Il y a un moment où il mord à une pump fake de Patrick Beverley, là, le premier match à Minnesota. Et en plus, mais il saute, franchement, heureusement que le Target Center a un plafond, parce que sinon, on l'aurait retrouvé sur Mars, hein, tellement il saute haut. Mais non, donc voilà, il est temps pour Darius Bazley de savoir quel joueur NBA il est, dans quel domaine il peut apporter. Moi, ça y est, je pense que les gens dans le chat, qui nous ont souvent tapé dessus d'ailleurs, Ouais. hein, quand on le disait, mais maintenant sont d'accord avec nous, c'est un poste 5. C'est bon, là, ça y est, c'est un poste 5. En plus, il commence à lâcher des contres. Je suis désolé, défensivement, il joue comme un poste 5 et tu dois le faire jouer comme un poste 5. Surtout offensivement, c'est comme ça qu'il est le meilleur. Ça doit être un rim runner, limite. Hein. Ça doit être un rim runner. Rim runner amélioré, mais concrètement, il faut arrêter d'en faire un Giannis ou un je sais pas quoi. C'est pas ça. C'est pas. C'est vrai qu'il s'est fait baptiser par Karl Anthony Towns sur le deuxième Prétend match là. nous a tous Il est violent. baptisé tout le monde par contre. Ouais, mais là, il est. Ouais, mais ça montre. En fait,
c'est bien, c'est super pour Twitter de dire ah là là, Darius Bazley il s'est fait baptiser par Karl Anthony Towns. Et je préfère ça plutôt qu'un joueur qui regarde le mec dunker, tu vois, comme beaucoup de joueurs font ça. Parce que ça montre que Bazley il va au contact, il a pas peur. Et ok, de temps en temps il va prendre un poster. Mais il y a d'autres fois, il va renvoyer son adversaire direct sur le cul. Quoi. L'exemple même, c'est Jarrett Allen de ça, où il se faisait poster tout le temps, et maintenant, il a mis des énormes contres aussi. Donc, c'est ça. Non, Bazley, de toute façon, nous, on est partisans de ça depuis longtemps maintenant, de ce poste 5, on le voit de plus en plus en sortie de banc. C'est intéressant ce qu'on voit, ça permet de jouer small ball, ça permet de courir. Il a l'air d'être un peu plus à l'aise là-dessus, ça lui apporte plus de spacing, plus de choses... Tu vois, il a la balle dans l'axe quand tout le monde joue les end-off et tout avec le 5, c'est lui qui a la balle, donc il peut quand même un peu créer, un peu se montrer. Non, moi, c'est lui qui pose les écrans. Bon, ça, quand il fait des gros passages en force, ok, il touche le joueur, maintenant il doit apprendre à poser des bons écrans. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est dans le sens où, tu vois, quand il était utilisé au poste 4, il participait rarement à la pose d'écran. C'était un ailier caché qui servait à rien et c'était pas intéressant. C'est ça. Parce que là, si tu poses un écran, t'as moyen de rouler vers le cercle. Hein. Théoriquement, un pick and roll, tout le monde sait le faire en NBA. Hein. Bon, il y en a certains, ils savent pas le faire. Mais normalement, un pick and roll, c'est vraiment le truc le plus basique en NBA. Donc non, là-dessus, on peut que être content de cette nouvelle utilisation et mine de rien, là, il y a moins de haters depuis qu'il est utilisé comme ça. Ça a baissé un petit peu les attentes. Il y en a, hein, mais ça a baissé quand même un petit peu. Ça a du fait qu'il soit plus dans le 5 et qu'il joue un peu moins quand même et qu'il soit utilisé comme ça. C'est une autre façon de le voir et t'as un peu moins de trash talk sur Bazley, j'ai envie de dire. Ouais, mais bon. Donc voilà, ouais, ce serait bien qu'il connaisse son rôle en fait. C'est dommage parce que voilà, tu nous aurais dit en sortie de bulle, Bazley, son rôle c'est un rim runner. Ça fait un peu mal de se le dire. Mais je préfère voir un Bazley en tant que rim runner qui est performant, tu vois, je sais pas, qui tourne en. Soyons fous. Il est capable, je pense, s'il joue, 20-25 minutes, il est capable de tourner en 11 points, 7 rebonds, hein. Honnêtement. Hein. S'il joue 25 minutes, ça me paraît pas déconnant de le voir tourner. Ouais. Voilà. Je préfère voir un Bazley tourner en 11 points, 7 rebonds, et du coup, il se fait quasi que des dunks. Ou que des tirs sous le cercle. Après, il faudrait qu'il rentre tous ses tirs sous le cercle, ce qui n'est pas chose faite encore, avec de la grosse défense et du gros sol, plutôt que de voir un Bazley comme la saison dernière qui, tourne à 13 ou 14 points de moyenne, je crois. Je crois que c'était 13 l'année dernière, mais à 35% au shoot. Il joue pas forcément moins, en fait, ça dépend s'il va finir le match. Parce qu'il finissait pas les matchs quand il startait, parce qu'il était pas bon. Ça dépend lesquels. Et là, il en a fini. Il y a certains matchs où il termine pas. Donc c'est surtout ça qui décide s'il joue moins ou pas, effectivement. Je vais enchaîner, moi, sur un autre vœu. Je vois, à mettre en perspective avec les attentes autour de lui, la déception était forte. En fait, c'est qu'on a eu trop d'attentes d'un coup, en fait. C'est la bulle, en fait. Il a flingué parce que c'est un choix à 21, 23 même d'ailleurs. Non, 23, oui, parce qu'il y a le... Voire même 24. Il y a le trade de Clark, ça doit être 23. 21, c'était Terrence Ferguson. Et au final, on s'est hypé parce qu'il était foufou en saison rookie, il était très intéressant, mais... Ouais, mais il était pas non plus si fort que ça, c'est la bulle. Et la bulle, et l'année dernière, au final, 23, c'est qu'on a fait un peu un truc, on s'est un peu monté la sauce tout seul, j'ai envie de dire. Parce qu'il a un profil intriguant quand même aussi, mais voilà. Quel contrat, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, non, peut-être pas de ça. Non, on a parlé de Dort, je crois. Quel contrat, Bazley, c'est très dur. Là, moi, tu vois, il est à 3 sur 14 sur les 2 matchs où il est revenu de Covid. Hein. Ouais. Ça pique. Quel contrat pour Bazley, j'ai du mal à voir, moi, quel contrat il pourrait avoir. Oh, j'attends, parce que je connais pas son rôle. Lui, pour le coup, l'année prochaine, autant vous dire que c'est sa dernière année de contrat rookie, donc autant vous dire que l'année prochaine, même là, il a intérêt à se bouger maintenant s'il veut s'inscrire dans le futur du Thunder. Donc moi, l'un des vœux que j'aimerais, et là je pense que je vais pas me faire avec des amis, c'est que j'aimerais trader l'un de nos pivots. Alors que tout le monde nous dit, nous on a besoin d'un pivot, moi je veux en trader un. Pourquoi ? Parce que JRE maintenant est titulaire, indiscutable sur le poste 5 tout le temps, voilà. Il a un temps de jeu qui est pas si énorme que ça, on en a déjà parlé pas mal de fois toi et moi. Mais il est là, il fait son taf, voilà, il fait ce qui était prévu d'être JRE peut-être dans quelques années. Bon, il est déjà un role player, ok.
Il sera encore meilleur dans une équipe plus compétitive. Hein. Ensuite, on vient d'en parler, on a maintenant du Darius Beasley qui joue de plus en plus au poste 5 small ball en sortie de banc. Donc il prend des minutes sur ce poste 5, il peut aussi jouer 4 effectivement, mais qui prend des minutes sur ce poste 5. Et ensuite, on a Muscala et Favors qui se partagent du coup des certaines miettes sur du temps de jeu, beaucoup plus Muscala quand même, surtout que Favors était out là depuis le match dernier. Il est en day to day, on nous a posé la question, je crois qu'il est en day to day. En fait, ils sont 4 à pouvoir jouer pivot, plus Roby dans l'effectif, effectivement, qui joue que quand il y a vraiment besoin. Donc moi, en fait, je me dis, c'est quoi l'intérêt de faire jouer 3 joueurs, voire 4, 10 minutes sur un poste, que ce soit pour le développement de JRE et de Beasley sur ce poste-là, ou pour la mise en valeur aussi de Muscala et de Favors. C'est pas énorme, tu vois. En Muscala, on peut en débattre parce que il est très efficace quand il joue et peut-être son faible temps de jeu lui permet de faire ça. Mais du coup, la solution, c'est on peut pas trader JRE, on va pas trader Beasley. Donc Muscala ou Favors, pour moi, je serais content si en 2022 il y a un trade pour eux, notamment à cette deadline. On en a déjà parlé beaucoup. Favors, c'est compliqué parce que son salaire est un peu plus élevé, parce qu'il est quand même moins bon. Pas échangé, ça va être compliqué de l'échanger vraiment. Et pas. Muscala, là je le vois dans le chat, ça m'embête vraiment, parce que c'est un des seuls joueurs qui met dedans, parce qu'il est vraiment bon, etc. Après, il a un contrat de courte durée, pas cher, qui aura peut-être de la valeur dans une autre équipe, peut-être que tu peux récupérer quelque chose contre, c'est à voir. Mais en fait, on n'a pas de vraie solution au poste 5, et on a que des joueurs qui dépannent, quoi, et ça leur permet pas. Ça s'appelle des vétérans. Hein, ouais. Non, mais tu vois, même pour JRE et Beasley, autant le faire jouer plus. Enfin, tu vois, JRE, c'est pas un mec qui prend énormément de fautes. Beasley, tu peux, je pense, le faire jouer plus. T'as pas besoin de tous ces joueurs. Et au pire du pire, honnêtement, hein, je suis pas fan du joueur. Enfin, on sait, les fans du Thunder, ce qu'on en pense. Hein, mais un Roby en 15ème, ça suffit. C'est bon, tu le fais. Si t'as besoin de le faire jouer 3 minutes parce qu'il y a des fautes, tu fais jouer 3 minutes. Hein. On a vu pire. On a vu vraiment pire en NBA. Hein. Je préfère avoir Roby que Moses Brown, honnêtement, je pense. Donc, ça se tu vois, je l'ai dit, j'ai dit, ça se défend. Ah, tu vois, ça se défend. Ça dépend qui t'as autour, mais ça se défend. Franchement, ça se défend. Mais franchement, en 15ème, si t'as en 3ème ou 4ème rotation, ça suffit largement. Donc, je suis pas contre d'un trade l'un des deux. Et tu vois, Muscala, sur. La deadline, il restera combien de matchs après la deadline ? 30, même pas ? 25 ? Ouais. Non, 30. Et tu fais 30 matchs en Muscala et il aurait changé combien de victoires ? Pas énorme non plus. L'année prochaine, tu sais pas ce que ça va donner si ça draft haut sur ce poste-là, tu vois. Bon, s'il y a un moment pour le trader, c'est peut-être là plutôt que de le perdre dans le futur. Mais il a signé 2 ans, Muscala. Oui, 1+1 ou 2. Mais l'année prochaine, bon, voilà. C'est pas scandaleux de le trader dès maintenant, même si ça a fait chier, effectivement, vu le rôle qu'il a et vu ce qu'il donne sur le terrain. Mais c'était l'une de mes envies, c'est que ce bouchon-là, sur le poste 5, où il n'y a pas vraiment de solution au final, on enlève ça. Autant faire jouer plus, c'est une team option en plus l'année prochaine pour Muscala. Non, alors moi je suis pas totalement d'accord avec toi. Pour la simple et bonne raison que, déjà, soyons clairs, Derrick Favors ne peut pas être échangé. Derrick Favors peut être coupé. Ça va être coupé. À mon avis, ça va finir comme ça, peut-être d'ailleurs. Ça va finir coupé, je pense. Mais il peut pas être échangé. Il a un salaire trop important. Ça va même être plutôt l'inverse. Ça va plus être OKC qui va récupérer des gros contrats, comme ça a été tweeté par certains médias. Waouh, quelle surprise, dis donc, on s'y attendait pas. OKC pourrait récupérer des gros contrats en échange de pick de draft. Ça nous apprend quelque chose. Mais du coup, ce serait plutôt l'inverse. Favor, vous regardez toutes les équipes contenders, elles sont au-dessus du salary cap, elles sont voire même au-dessus de la luxury tax. Vous voyez juste le trade de Mike Oni avec Utah. Le salaire de Mike Oni, il était famélique, ça a fait sauver 7 millions de luxury tax à Utah. Donc, et déjà qu'on leur a fait sauver pas mal avec le trade de Derrick Favors, décidément, Sam Presti, comptable de Utah, visiblement. Mais ouais, du coup, Derrick Favors pourra pas être échangé avec son contrat, son rendement est pas assez important pour qu'il puisse être échangé, c'est impossible.
Moi, Muscala, j'ai pas envie de l'échanger. Je vous le dis très honnêtement, j'ai pas envie de l'échanger. Déjà parce que c'est l'un des rares vétérans ou l'un des rares joueurs qui n'est pas rookie à avoir décidé, malgré le bordel qu'était l'année dernière, de prolonger. Tu sens qu'il est attaché à la franchise, Ah, tu mais sens, voilà. là-dessus, c'est un crève-cœur si tu le trades, honnêtement. Hein. Mais je vois pas OKC le faire. Quel intérêt en fait d'échanger Mike Muscala contre des pics de draft alors que t'as un vétéran qui, je pense, c'est très apprécié de la locker room. Voilà, enfin moi je trouve que Mike Muscala est un peu, alors je te dis pas que les influences sont les mêmes, mais un peu le prolongement d'un Nick Collison par exemple. Est-ce que tu le laisses sur le banc du coup? Parce que moi, c'est aussi une problématique de faire jouer plus JRE et Beasley, tu vois. Muscala il joue 15 minutes Ouais, par match. mais ça te prend 15 minutes. Si quand Favor sera là, t'auras encore 15 minutes, tu vois. Moi ça me, non, moi j'ai pas envie de Moi, j'aime trader pas, en fait, j'aime Muscala. pas cette rotation trop élargie à ce poste-là. C'est ça. Ah bah il y a trop de Alors, bien joueurs. sûr que Ça, la mais- solution pour moi, c'est Favors. Hein. C'est pas Muscala que j'ai énormément envie de garder et qui fait très plaisir. Mais Le mec est à 42% à 3 points. Enfin, t'as un joueur qui met pas. T'es une mais c'est équipe pour qui met ça. pas un tir, tu vas échanger ton meilleur joueur à 3 points de la ligue. Enfin, ton meilleur shooter de l'équipe. Non, mais Non. là-dessus, c'est vrai que j'aurais pu écrire Favors dans mon vœu, mais c'est tellement irréalisable que. En plus, il défend bien, Muscala, il Ouais. se donne. Enfin, non, moi Mike Muscala, j'ai pas envie d'y toucher. En plus, une équipe sans vétérans, c'est quand même bien. Déjà, on n'a pas beaucoup de vétérans au ici. C'est quand même bien d'avoir un vétéran qui traîne. Il a 30 ans, hein, c'est pas. Bah, pour Oui, OKC, c'est un c'est un vétéran. vétéran. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment Favors, moi, qui me pose problème. En plus que. Après, Muscala me posera problème s'il nous fait gagner des matchs, tu vois. Ah, on arrive pour la draft. Mais ça, on va en discuter ensuite. Non, mais alors, bah, du coup, toi, tu parlais du fait qu'il y avait trop de joueurs. Je l'ai tweeté, je sais plus quand. Moi, on a une rotation à 11, Ouais. si je dis pas de bêtises. Rotation à 11, c'est trop. Mais, Il y a un mais, moment mais où c'est quitte, trop. quitte à ce qu'il y ait des joueurs qui jouent pas certains matchs, qui rejouent après, qui remplacent d'autres, mais là, c'est beaucoup. Tu vois, un Malédon, Jérôme, tu sais jamais si tu vas les voir. Ah, bah, ça. C'est beaucoup. Moi, pour moi, la rotation idéale, c'est bon, bah, tu gardes le 5 avec Wiggins en 4 et Giro en 5. Et tu tournes à 9 avec Treman, Ty Jerome, Kenry. Ouais, tu tournes même allez, à 10 parce que t'as Muscala qui va avoir quelques minutes, mais tu fais Treman, Ty Jerome, Kenridge, Baisley, Muscala. Ouais, t'es obligé de faire Voilà. jouer Muscala. Hein. T'es obligé. Et tu le fais jouer 12 minutes, mais tu vois, même un Kenridge, t'as pas un temps de jeu qui est fou non plus. Donc, Disons, si tu mets beaucoup Angélique, tu dois faire ça, je pense, pour moi. Je suis d'accord avec toi. tu peux même enlever Ty Jerome de la rotation si tu veux, hein, et tu fais parce que t'as tellement, voilà, avec un. Ce qui est bien, c'est que ton trio Dort, chez Guidi peut jouer à peu près les 3 postes en termes de taille. Défensivement, bon, c'est pas pareil, mais voilà, donc je trouve que tu peux même enlever Ty Jerome de la rotation. Du coup, tu fais Treman, Kenridge, Baisley, Muscala. Hmm. D'ailleurs, on a sorti des 5 à un moment. Beasley, Wiggins, Shea, Dort, Kiddy, tous la même taille, enfin tous. Ah bah là, Ouais, c'était t'avais incroyable. des préambules de Ah, position là, de c'était basketball. Là, intéressant. ça commençait. Ça, c'était intéressant. On nous dit qu'on nous se gourre sur Favors, il a une bonne cote dans la ligue auprès des Non, front trop office. cher. Oui, mais il est trop cher. Il a un contrat, Trop cher. il est cher. Et Jérôme, En buyout, j'ai- oui, j'ai- mais en trade. non. Jérôme, on le surcote. On aime bien tailler Jérôme, mais il est. C'est irrégulier cette année, il faut le dire. Ah, je t'ai dit, mais Il pas met un pas tir. dedans. C'est que l'année dernière, il mettait tout. Là, il met plus dedans. Bah, voilà. Donc, Mais on a envie de le voir, en fait, c'est surtout ça. on espère Parce le. que là, les matchs où il n'y avait plus Il y a un personne, moment, il va remettre les dedans. matchs où il n'y avait plus personne, il était plutôt bon. Il a même été starter. Ah oui, je bah crois. oui. Je te laisse continuer. Qu'est-ce que tu as d'autre comme vœu avant que je parle Bah du coup, on va parler d'un autre rookie. Alors, vous avez vu, on n'a pas trop avancé nos pions sur Josh Giddey, parce que les rookies leak. Les rookies, on en parlera très prochainement Ouais. plus en détail. Un petit leak comme ça. Mais non, on va quand même rester sur les rookies. J'aimerais bien voir très mal, puisque on surcote Ty Jerome. Hein, peut-être ça. Hein. Mais bon, Ty Jerome reste quand même théoriquement un de nos meilleurs shooters. Mais on va parler d'un joueur qui, lui, n'est pas surcoté. Mon vœu, ce serait que Treman se retrouve avec plus de minutes avec le 5. Parce que Treman, il est bon. il est vraiment bon. Il est bon. Il est vraiment bon, Treman. Bon, voilà, on va pas encore...
apparemment, je suis le Kendrick Perkins français. Thomas a dit ça. D'ailleurs, je prends tes critiques, hein, puisque Thomas croyait que c'était moi qui avais dit que j'en avais marre des joueurs athlétiques qui savent pas shooter, alors que c'est plus un discours qui te ressemble. C'est moi ça. Hein. Du coup, je prends tes critiques dans la tronche, et du coup, on m'appelle le Kendrick Perkins français. Ça, c'est pas une critique, ça, pour le coup. Mais du non, mais voilà, très bien. Non, mais apparemment, j'étais réticent sur Josh Giddey alors que j'avais dit que c'était un de mes chouchous de la draft. Mais voilà, c'est une petite pique comme ça. Mais non, Treman, bah, j'étais déjà très fan du profil de Treman au moment de sa draft. Et là, il confirme de plus en plus. Hein. Sa séparation de tir, elle est élite. Franchement, j'avais déjà fait la compa, et j'étais pas le seul, hein, très honnêtement, à faire la compa au moment de son scouting. Treman, il y a des petits airs de Kemba Walker quand même. Et je parle pas du Kemba Walker d'Enix, hein, je parle du Kemba Walker de Charlotte. Est-ce qu'il va être comme Kemba Walker All-Star? Non. Non, mais en termes de. Je te parle pas en termes d'explosivité vers le cercle. Parce que ça, c'est Kemba. Kemba, pour moi, c'est ça d'abord, tu vois. En termes de dribble. Moi, je te parle en termes de dribble, de séparation de tir. Treman, il est capable de dunker, ce qu'il n'est pas capable de faire Kemba. Mais en termes de dribble, de séparation de tir. Les deux ont quand même pas mal de similitudes, hein. Donc je trouve que voilà, sa séparation de tir, elle est élite. Saki qui met une piquette là dans le match face aux Wolves. En séparation de tir, je sais plus parce qu'il y en a tellement maintenant. En vrai, la liste commence d'être longue. Hein. C'est à Noël, non? C'est peut-être à Noël. Je sais plus. Ouais. Bon, bref, il met une piquette à un joueur des Wolves là, sur une séparation de tir. Le mec lui met 2 mètres en un dribble. Il est loin d'être maladroit à 3 points, je crois qu'il est à plus de 38%, quelque chose comme ça. Donc je trouve que voilà, c'est un joueur, il bénéficie bien lui aussi. Prince peut-être. Il bénéficie bien des minutes avec. C'est peut-être un prix, je sais plus. Bon, bref, c'est un joueur des Wolves. Il bénéficie bien des minutes avec Josh Giddey aussi, je trouve. Il y a une passe là justement cross-court de Josh Giddey qui sert Treman ouvert dans le corner qui plante à 3 points. Donc ouais, moi j'aimerais bien le voir un peu plus de minutes avec le 5 parce que voilà, on sait que le 5, le principal défaut du 5 majeur de Casey, c'est qu'il n'y a pas un gars pour mettre un tir globalement, ou en tout cas pas un shooter fiable pour mettre des tirs. Donc ouais, j'aimerais bien voir Treman. Alors après, Treman un peu plus avec les titulaires, alors après, faut faire des choix, hein, parce que dans le 5 majeur, bon bah voilà, t'es obligé de virer quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes moins de minutes à Wiggins, par exemple? Est-ce que tu donnes moins de minutes à Giddey? Est-ce que tu donnes moins de minutes à Shea, à Dort? Je sais pas. En tout cas, j'aimerais bien avoir plus de configuration avec un Treman qui se retrouve dans le 5 majeur. Ou alors, tu vois, des situations où, comme Giddey a tendance à souvent sortir tôt dans le premier quart, que ce soit Treman qui le remplace, par exemple, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc voilà, c'est des situations où... Que ce soit un vrai six-man. Ouais, parce que là, le six-man, c'est Bazley, je pense. Ouais, je suis même pas... Kenrich. Ouais. En termes de minutes, c'est Bazley. Ouais, oui. Mais ça change en termes de première rentrée. Non, mais là-dessus... Moi, six-man, pour moi, c'est pas la première rentrée, c'est le mec qui oui, mais après, ça dépend comment tu le considères, tu vois. Ça... Mais je suis d'accord avec toi qu'il doit jouer peut-être plus et qu'il est très intéressant quand il est bien entouré. Tu vois, on pouvait s'attendre à ce qu'il cherche clairement à se montrer... à jouer tout le temps balle en main, à vouloir tirer tout le temps, enfin que ce soit un peu du show Treman à chaque fois. Mais au final, on voit beaucoup plus de choses que ça. Défensivement, il défend bien. On voit du spot-up. En fait, les situations où il se crée son tir, c'est pas mal de situations de fin de possession où il est un peu obligé parfois. Il force pas grand-chose. Non, il est bon. Je vois après, il est timide. Non, peut-être pas quand même. Je le trouve pas timide non plus. Rapport en début de saison, il l'est peut-être un peu plus. Oui, mais là, tu vois, le dernier match, il tire quand il a tiré, quoi. Ah oui, clairement. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ce qu'il propose. Et lui, alors, tu vois, je crois que c'est Alan il faut pour lui que les joueurs souvent soient élites quelque part pour pouvoir s'intégrer à la NBA. Alors on est plus ou moins d'accord avec ça, tu vois, parce qu'un Wiggins, par exemple, je sais pas s'il est élite quelque part, mais il pourrait avoir un rôle en NBA. Mais par contre, Treman, il est élite dans la création de tir sur la séparation, sur le step back. Et ça, je pense que toute sa carrière, il peut s'appuyer dessus. Du coup, et toute sa carrière, il pourra le valoriser et il pourra scorer sur ces possessions-là. Donc, t'as déjà un plus. Et moi, comme je l'ai dit, en termes d'aide hachée globalement de l'attaque d'OKC, lui, c'est une vraie solution. Hein.
Parce qu'il est polyvalent en attaque, parce qu'il peut faire beaucoup de choses, parce qu'il met dedans. C'est un vrai talent offensif. Et il y en a. Peut driver. Honnêtement, peut shooter, si on calcule en termes de talent offensif, allez, peut-être, je vais réduire peut-être à scoring. Je pense qu'il est pas loin d'être deuxième de l'effectif. Parce que scoring, ouais. en scoring, il est deuxième derrière Shea. En termes de scoring pur, je pense que c'est lui, tu vois. Mais après, il n'y a pas tant d'extérieurs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas tant d'extérieurs qui sont capables de scorer au KC que ça. Ouais, c'est pour ça. Mais tu vois, pour un rookie qui a eu peu de matchs et qui joue pas tant que ça, c'est fort quand même. Enfin, c'est haut déjà. Enfin, après, c'est dans une équipe de et c'est ce que j'allais dire. Et c'est aussi inquiétant pour OKC, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais donc, tu dois le faire jouer, tu dois le responsabiliser offensivement, tu dois le faire évoluer avec les autres, tu vois. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Et je pense que Treman, il a convaincu depuis le début de saison. Je suis content. Et j'espère en voir encore plus. Et j'attends beaucoup sa deuxième moitié de saison. Parce que le début était moyen, et il s'est adapté assez rapidement, et si physiquement déjà il commence à pouvoir défendre fort, etc., ça va être très intéressant. Mais je pense que globalement, les scoreurs, enfin les prospects de cette draft étaient considérés comme des scoreurs. Jalen Green, par exemple, Franz Wagner ou d'autres. Je pense que ils vont, eux pour le coup, vont profiter de la seconde partie de saison pour vraiment exploser. Je pense que Treman peut faire partie du lot. Tu vois, ils ont vécu une première partie de saison qui était un peu difficile. Je pense que, tu vois, un Josh Giddey, on n'est pas à l'abri qu'ils se prennent un rookie wall en pleine tronche. Là où des joueurs comme un Jalen Green, un Treman, même un BJ Boston qui va se retrouver avec des minutes tellement l'infirmerie des Clippers est aussi complète que le Stade de France. Je pense que c'est des joueurs qui, eux, pour le coup, vont bénéficier d'une seconde partie de saison un peu plus facile que la première. Je suis d'accord. Moi, j'ai un dernier vœu, un 2 en 1. C'est même une résolution, celui-ci. C'est que moi, je veux perdre avec la manière. Maintenant, on a fait la moitié de la saison presque. On a déjà 13 wins, ce qui est plus que les pronostics de certains spécialistes NBA, n'est-ce pas? Ah bah c'est autant que ce que nous avait pronostiqué John Holliger sur toute la saison. Voilà. C'est autant... Non, c'est même plus que les pires équipes de l'histoire aussi, dont on nous a fublé le nom. Là, alors, on est dans une situation où on nous l'a déjà dit pas mal de fois, aller chercher Orlando et Détroit, c'est presque impossible. Par contre, tu as une troisième pierre bilan à chercher qui est assez facile. Qui est assez facile. Il y a Houston, voilà, quand même. Mais qui est prenable, qui est faisable. Moi, le problème que j'ai actuellement, c'est que soit on fait des matchs vraiment pas bons, où on se fait défoncer, où on lâche complètement par passage, où ça défend plus, où en attaque c'est cataclysmique, voilà. Soit on gagne, en étant plutôt bon, voire trop bon, et parfois même de peu, donc ça pour le coup c'est double peine. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est des défaites comme celle contre Phoenix, par exemple. C'est la dernière qui me vient en tête, je pense que tout le monde en a peut-être d'autres exemples. Contre Dallas, oui. Des défaites où ça joue bien, ça défend plutôt bien, ça attaque correctement, ça met plus ou moins les tirs, bon, ça sera toujours la problématique. Mais il me faut des défaites comme ça, en fait. C'est ça, parce que ça te permet quand même de développer tes joueurs dans une atmosphère compétitive, plutôt que de te faire éclater comme toute l'année dernière. Mais tu te tires pas une balle dans le pied entre guillemets pour la loterie, sachant que là, on n'ira pas en play-in, on n'ira pas en play-off, donc t'as pas d'objectif de compétition, tu vois. T'as un objectif de développement, ça je pense que tu vas insister dessus après, mais t'as quand même un objectif draft qui est très présent. On nous parle beaucoup des Clippers, mais notre pick a plus de valeur que celui des Clippers, cette année il en aura plus. Donc, attends, j'arrive. Donc, ce que je veux, moi, c'est perdre avec la manière. C'est des bonnes défaites. Moi, la défaite contre Devontae Graham, son shoot de l'autre côté du terrain, j'étais très content. Non, parce qu'elle fait mal. Oui, mais sur le principe de cette défaite, si t'enlèves l'aspect moral, notamment pour les fans et autres, moi, c'est une défaite pour les joueurs. C'est une défaite presque parfaite. Ah bah, ils ont super bien réagi ensuite, après, pour le coup. Bah, il y a le game winner contre Shea face aux Clippers. Tu réagis bien. Mais tu vois, la défaite en début de saison contre les Clippers, par exemple. Bon, les Clippers, c'est un mauvais exemple, mais tu sais, très peu. Non, c'est pas bon exemple. Oui, mais tu vois, une défaite de peu où tu te fais remonter parce que t'as une star en face qui prend feu. Bon. Genre, la défaite contre les Warriors, là, en tout début de saison, là, chez nous, là, où on les domine en première mi-temps, on se fait taper en deuxième. Mais
Enfin, non, les matchs contre les Lakers, c'était trop important, c'était des premières victoires, mais on aurait pu les perdre, que voilà. Et donc, en fait, c'est ça mon objectif. C'est ça, j'aimerais avoir des défaites de ce genre-là. J'aimerais qu'on ait un maximum de chances d'avoir un top 3 de draft cette année, tu vois. Et du coup, l'un de notre vœu, c'est d'avoir un peu de chance cette année, je vous avoue. Parce que, enfin, alors, ça parle de la draft qui est pas exceptionnelle, etc. La dernière draft pas exceptionnelle, c'était celle de Anthony Edwards, LaMelo Ball, etc., qui est annoncée pas ouf. Il y a quand même une vraie différence entre Edwards et LaMelo Ball que si t'avais drafté un peu plus bas. Alors il y a des exceptions un peu plus bas, notamment Tyrese. Enfin, t'as quand même que 2 joueurs. Oui, mais t'as quand même Tyrese Haliburton un peu plus bas aussi, qui est contre-exemple de ça. Attends, c'est qui le 3e de draft Deuxième, de c'est New York Wiseman. Le troisième, Ah oui, le c'est 3e, c'est LaMelo. Et après, Bah voilà, après on sait Patrick même plus. Williams, Isaac Okoro. Patrick Williams, Isaac Okoro est Okoro. 6e, c'est Okongwu qui part en Il y a 5. Topin, après ensuite, ouais, c'est ça. Topin en 9, Killian Hayes en 7, Ouais. Topin doit être 8. Enfin Là, voilà, pour le coup, enfin, elle c'est était pas vraiment non pas plus ouf. une draft. Et je pense que Desmond Bain est bien plus bas. Oui, mais ça, c'est les drafts. Non, mais voilà. ce que je considère, moi, c'est surtout vu de ce qu'on voit, nous, t'as déjà un top 3 qui se dégage. Je pense que le top 3, notamment si t'as un Banchero ou un Smith, t'es quand même bien mieux fourni que si t'as une fin de top 10. Tu vois, l'année dernière, on est bien tombé avec le 6, on a bien drafté, mais on aurait été avec Mobley, on aurait été très bien aussi, quoi. Je sais que ça change. C'est le seul, hein. Bah, Barnes. C'est le seul. Ouais, Barnes. Ouais, Barnes. Non, Après, Barnes, non, est-ce que Cade aurait été mieux aussi chez nous? Je pense quand même, tu vois. À voir comment il aurait été utilisé. Mais c'est quand même différent quand t'as un top 3 que quand t'as la fin. Et même si la loterie a son incertitude, bah, plus t'as de chance d'y être, mieux c'est, quoi. Donc voilà, j'ai envie qu'on ait ce top 3. Ça sera peut-être pas un top 3 qui changera la face de ta franchise, mais ça pourra être un pic important, je pense. Je suis pas sûr, je pense voir venir tes arguments. Je suis pas sûr que... J'ai encore rien dit. Non, j'ai mais rien dit. alors, peut-être que ce top 3 te permettra d'être un peu plus compétitif, mais je pense qu'il te permettra quand même d'être bien placé à la 2022 qui s'annonce forte. C'est ça aussi mon argument. Moi, j'ai rien dit. Mais je pense que tu peux me dire ça, c'est pour ça que je le dis. Je te laisse parler. Non, alors, petit préambule avant. Je comprends qu'il y ait des gens qui veulent absolument perdre. Parce que voilà, c'est mathématique. Plus t'es bas, plus ton bilan est mauvais, plus t'as de chances de te retrouver haut à la loterie. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient dans ce mode de pensée. Cependant, j'aimerais bien qu'on arrête, contrairement à contrairement à ce qu'on a fait l'année dernière, j'aimerais bien que la réussite de cette saison ne dépende pas exclusivement de ta chatte à la loterie, ou de ta chance à la loterie, pour rester poli. Parce que maintenant que Gabriel Deck a été coupé, on en a parlé avec la team au moment où il a été coupé. La seconde partie de saison de l'année dernière n'a servi à rien. Sportivement, elle a servi à rien. À partir du moment où Shea se pète, de toute façon, tu pourrais arrêter la saison. De toute façon, c'est aussi simple. Dans la rotation actuelle qui était là l'année dernière en fin de saison, qui joue encore, il y a Dort, Paisley, Kenrich. Ouais, mais Kenrich, c'est pas un prospect à développer en plus, voilà. Et Poku et Malédon, qui n'ont pas été. Malédon qui n'a pas été spécial. Malédon joue plus, Poku joue très peu. Donc non, effectivement, c'était pas utile. Et c'est pour ça que moi, dans mon treat, c'était avec la manière, c'était pour permettre de développer les joueurs qui. Là, je suis entièrement d'accord avec toi, il faut quand même le faire. Parce qu'il y a un moment où, en fait, la loterie, ça porte son nom. Hein, donc il y a un moment où tu ne peux pas espérer, enfin, tu peux pas résumer la réussite ou non de ta saison sur un coup de chance à la loterie. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière. C'était déjà pas fameux. Rien ne nous empêche, alors effectivement, rien ne nous empêche d'avoir de la chance cette année, mais rien ne nous empêche d'avoir toujours pas de chance l'année prochaine. Donc, je suis pas, voilà, moi, je suis dans une situation où la draft, franchement, quand tu as une draft où, comme on l'a dit tout à l'heure, les trois top prospects sont des intérieurs, ça annonce déjà une draft qui est pas ouf. Après, on connaît les drafts, on sait très bien que les drafts qui sont pas ouf en termes de prospects sont généralement des bonnes drafts en termes de role player.
Vous citez la 2001, bah voilà, Desmond Bain, Tyrese Haliburton, qui sont pas des pics excessivement hauts, en plus pour Desmond Bain. Tyrese Maxey, hein, c'est la même draft, c'est du pick 21. Donc voilà, les drafts où les prospects sont pas très hauts donnent généralement des bons role players. T'as jamais une draft qui est merdique à tous les choix. Mais le problème, c'est que la 2023 s'annonce déjà meilleure que la 2022. Et la 2021 était quand même, franchement, le top 6 de la draft de cette année là, c'est quand même très costaud. Donc ouais, en fait, j'aimerais bien voir du développement de joueurs, même si ça nous sacrifie un petit peu des choix à la loterie. En fait, le truc, c'est que tu sais que le pic des Suns sera 29-30. C'est un fin de premier tour. Tu sais que le pic des Clippers, là je vois tout le monde se hyper sur le pic des Clippers, tu sais qu'il sera entre 12 et 18. Globalement, hein, il sera entre 12, il sera 12 s'ils vont pas en playoff, il sera 18 parce que s'ils vont... Je pense que les Clippers, dans n'importe quel cas de figure, je pense que les Clippers se retrouveront au play-in. Franchement, ils vont pas perdre tant de matchs que ça. Ça joue pas si mal, Après, il y a avec les blessures... Oui, après tu sais jamais, mais... non, mais je suis d'accord avec toi sur le milieu de draft, ouais. Voilà, tu seras. Alors après, c'est sûr que 12, si t'as un pic 12, bon bah c'est un pic de loterie. Si t'as un pic 18, c'est moins fun. Ouais. Malgré tout, franchement, si OKC se retrouve dans une situation où t'as le pic 7, 12 et 30, ça va. T'as moyen de faire. Surtout quand tu connais la qualité de draft de Sam Presti. 7, c'est pas ouf vu la saison qu'on fait. Parce que même en jouant au max... Ça dépend. Ouais, mais même en jouant au max, là, on est pire que 7ème bilan, tu vois. Ça dépend. Je te dis, prenons le pire cas de figure au lieu de bien sûr. Tu vois, toi, tu parles de top 3. Prenons le pire cas de figure, comme ça on pourra être que surpris dans le bon sens. Avec toi, mais si t'es 7, 12 et 30, allez, si t'es 7, 18 comme l'année dernière, t'as moyen de faire quelque chose quand même. Oui, surtout avec le bien nombre sûr, de pics que t'as. Bien sûr que t'auras moyen de faire quelque chose, mais tu peux aussi être haut facilement, c'est ça qui est tentant. Et tu vois, facilement. Parce que si t'es pire bilan, même si t'es pire bilan, t'as une chance sur 2 d'être 5ème. Ouais, mais 5 c'est pas pire bilan. 5 c'est pas 7. Oui, mais on sera pas pire bilan. D3 sera bon, encore une fois, autant maximiser tes chances sans en cramer de développer des joueurs, etc. Tu peux faire à peu près les deux. Honnêtement, cette année, contrairement à l'année dernière, je pense que tu peux, même en continuant comme ça, tu seras un des 5 pires bilans déjà. Je pense. Donc attention. Moi je dis attention, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais à part si ça explose ailleurs, franchement... Portland. Oui, mais bon, ça fait une équipe. Houston. Ça t'en fait 4 au total, on est 5ème pire bilan. Que vont faire les Kings, que vont faire les Spurs. Non, les Spurs. Voilà, tu sais pas. Les Kings, je veux bien, les Spurs, non. Tu sais pas, ça fait un bon début de saison, les Spurs, mais bon. Après, là où je voulais juste réagir, on parle pas draft, on va pas rentrer là-dedans. Pour le coup, le top 3, alors certes, c'est des 3, 4, 5, selon comment on considère. Voilà, et c'est pas du rim runner, pour le coup, c'est des profils intrigants. Si ça te motive un peu plus. C'est pas du Duren, Holmgren c'est très intriguant, Banchero c'est pur... C'est très unicorn. Oui, hein, Banchero c'est très scoreur, Smith c'est comme dirait Alan, un gars de 2m10 qui prend des pull-ups à 3 points, donc bon, c'est pas du Rim. Banchero est vraiment très... Banchero je suis très intéressé, je suis très intéressé, il irait très bien chez nous, donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir aussi top 3. Alors peut-être la draft est pas bonne, mais lui m'intéresse beaucoup. Après, l'avantage, c'est que la draft, les top prospects collent pile lorsque t'as besoin. Ouais, ça c'est intéressant aussi. Est-ce que j'aurais préféré être dans la 5 à la loterie la dernière fois entre Suggs et Giddey? Ouais, mais est-ce qu'on n'aurait pas pris Giddey en 5? Je pense, ça se trouve, hein? Ou Barnes, non, Barnes c'est parti avant. Donc, non, Barnes est parti en 4. Est-ce qu'on n'aurait pas pris Giddey en 5? C'est possible, hein? C'est sûr que avec du recul, je préfère prendre Josh Giddey que James Bouknight, hein, comme c'était prévu à la base. Hein. Et après Suggs, soyons patients aussi. Voilà, je pense que Giddey sera meilleur, mais non, mais il a été blessé. Il y a eu plein de choses qui l'ont pas aidé. Attention aussi, tu vois. Donc, mais du coup, je peux comprendre très honnêtement. Voilà, si je peux comprendre ceux qui veulent tanker à tout va. Je suis toujours pas convaincu que ce soit le cas actuellement, parce que tu vois, typiquement le match contre les Wolves, le premier,
Le match, on le termine avec Muscala et Kenrich dans le 5. Sur le terrain, on tanque pas. Sur le terrain, on tanque pas. Moi, je pense pas qu'on tankera sur la saison. Peut-être à la toute fin, mais voilà. À la toute fin, mais moi, c'est que j'ai envie que ça se passe comme ça, en fait. C'est que j'ai envie qu'on perde les matchs de peu en jouant bien. C'est dur à mettre en place, hein, mais voilà. Mais du coup, ouais, mon point de vue, c'est je comprends totalement ceux qui veulent qu'on perde. Moi, de mon côté, je suis prêt à lâcher quelques spots à la draft si je vois du développement des jeux. Moi, je pense, je suis plus draft, mais ce point de développement, je suis quand même d'accord avec toi et je veux pas faire comme les dernières. Et c'est pour ça que je veux de la manière quand même et que je veux pas que ça devienne la foire comme l'année dernière où ça servait à rien. Effectivement, tu l'as très bien dit. Je me souviens quand on essayait de faire un bilan de ce truc, c'était horrible. Donc voilà. Mais moi, tu vois, quand je regarde pas les matchs en direct, quand je me lève, je regarde le score. Tu vois, j'ai toujours cet entre-deux où on a gagné, ouais, je suis content, mais en même temps moyen. Et on a perdu, ben je suis pas trop content, mais en même temps, ok, ça m'arrange quand même pour la loterie, tu vois. Et c'est horrible. C'est un truc que j'aime pas. Donc faut faire un choix. Et j'ai fait le mien, je crois. Non, après, dans le chat, on nous dit je préfère tanker de manière violente pendant 2 ans avec 2 hauts choix que de finir comme le Magic pendant 7 ans. Mais il y a une différence. Il y a une différence entre le Magic et OKC et toutes les équipes, Détroit, Sacramento, toutes les équipes qui ont végété en milieu de tableau pendant des années, c'est qu'OKC a des first pick, a plus quoi savoir en foot. OKC a des assets. OKC est capable de bouger, contrairement à ces équipes-là qui financièrement étaient dans la merde, ce qui n'était pas le cas d'OKC. Ou ce qui n'est pas encore le cas d'OKC, et qui n'avait pas d'assets à échanger, ce qui n'est pas le cas d'OKC non plus. C'est aussi pour moi, genre, par exemple, si tu tombes top 3 cette année et que tu as un Banchero, que l'année d'après, tu es un peu mieux classé, mais tu as quand même un pic fin de loterie, je suis prêt à faire un all-in dès l'année d'après, si on a un prospect qu'on veut vraiment, et tu as presque ton équipe du futur, parce que tu as Shea, Dort, Banchero, Victor, on va dire. Non, bon, à tout hasard. Je dis aux gens de se calmer, l'autre il nous sort Banchero et Victor, vas-y. À tout hasard. Non, mais tu vois, et s'il faut faire un all-in pour monter et prendre un dernier prospect et t'as ton équipe, je suis prêt à le faire, et voilà. Mais, ouais, comme on nous dit, tanker extrême, déjà avec Shea, c'est compliqué. Et même avec Guidi maintenant, ça va devenir compliqué. Donc, autant perdre 2-3 petits matchs quand il faut, comme il faut, voilà. On a perdu ceux contre Houston. C'était plus... Et pourtant, on arrive quand même à être devant eux. Terrible. Ouais. Oui, je rêve, mais... Non, mais franchement, il y a un moment où... J'ai l'impression, franchement, quand je lis l'avis de certains, j'ai l'impression que notre seul objectif de la saison, c'est le pic des Clippers. Bon, franchement, je vous le dis, ça m'agace. Faut arrêter la propagande avec ça. Faut arrêter, hein, le pic des Clippers, on sait très bien qu'ils sont entre 12 et 18. Quoi. Faut quand même se calmer. Enfin, il y a d'autres choses à faire que juste être contre les Clippers, etc. Oui, c'est vrai qu'après, on sera dans la même situation que si on parle de victoire, ce sera comme Cade, il faudra envoyer à peu près tout. Non, mais là, ça nous critique, ça n'a rien à voir. Ah, tu penses que c'est par rapport au début de saison de Cade ? Bah oui, attends. Mais alors là, les gens qui jugent Cade dès maintenant... franchement, juger un first pick après 35 matchs... Aux Pistons. Malin, aux Pistons en plus, Pistons qui font starter Amidou Diallo pour le spacing, ça c'est malin. Et qui donne la balle à Corey Joseph, c'est malin. Qui donne la balle à Corey Joseph. Non, franchement, non. Enfin, arrêtez. Cade met peut-être un peu de temps à démarrer, mais il y a un moment où il va démarrer, c'est bon. Bon. Est-ce que tu avais un autre vœu ? Non, je crois qu'on avait fait le tour, Constant. Ouais, j'en ai peut-être un dernier. Alors Kawhi va pas revenir en plus, Pierre, s'il s'appelle Pierre aussi. Lawrence Frank, qui est le président des opérations basket des Clippers, a dit qu'il n'y avait toujours pas de date de retour. Donc le mec est en avance sur son calendrier, mais ils savent toujours pas quand il va revenir. Donc, il n'y avait pas de date, mais il est en avance. Il n'y a pas de date, mais il est en avance. Ça c'est malin. Lawrence Frank d'ailleurs qui parle de santé sur le commentary au moment où t'as Dylan Brooks qui est allongé par terre. Ça aussi, ça montre que t'as certains managements qui sont respectueux des joueurs adverses. Mais ouais, du coup, non, un petit truc. Tu vois, ça parlait de Cam Reddish dans le chat. Un mini vœu. Je pense pas que ça aura lieu, mais bon, j'aimerais bien quand même. C'est que OKC essaye de récupérer un jeune qui a été drafté haut et qui a pas encore explosé. Reddish.
Reddish, Marvin Bagley, encore une Jalen fois. Smith, que tu m'as parlé récemment. Ouais, mais Jalen Smith, il n'y a pas Oui, c'est besoin, free agent. puisque le mec est free agent, Oui. puisque les Suns, ils se sont dit, non, mais attends, le mec, il a joué une saison, non, mais on va pas activer son option, on est déjà tellement dans la merde financièrement, parce qu'on a le contrat de Chris Paul, et qu'on doit prolonger DeAndre Ayton, non, on va pas le prendre. Alors que Jalen Smith, typiquement, c'est un joueur que tu peux... Moi, je maintiens que tu le signes à OKC et que tu le mets en sortie de banc, il est pas si inintéressant. Ah, ça me ressort Mobamba dans le chat. On Oh se là souvient là, de la hype de l'année dernière. C'était il y a un an, au pire, vous Eh, il est meilleur cette année. Mobamba. Il est meilleur cette année. Je sais pas, je Après, regarde Orlando, pas j'ai pas vraiment, beaucoup vu, mais. honnêtement. Zion, calmez-vous. Euh, Zion, calmez-vous. Ça PJ y est. Washington, ouais, il joue de moins en moins, effectivement. Bah, PJ Washington, il y a des petits problèmes de santé, je crois, si je dis pas de bêtises. T'as d'autres exemples Non, qu'on n'a mais pas c'est cités? Rui Hachimura, je dis pas de bêtises. C'est peut-être Rui Hachimura, je voudrais pas dire de bêtises, mais Hachimura, oui, qui est PJ pas Washington, revenu, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Rui Hachimura qui a des problèmes de mentaux. psychologique plutôt que mentaux, c'est Psychologique, c'est beaucoup un mieux à petit dire. peu comme ce qu'a souffert Kevin Love. Mais non, bah, ouais, en fait, Cam Reddish, mais après, le problème, c'est que je l'ai déjà dit, les Hawks, s'ils veulent échanger Cam Reddish, c'est pour être meilleur cette année. Qu'est-ce qu'OKC a à offrir aux Hawks qui leur permettrait d'être meilleur cette année? À part Rien. Lou Dort, peut-être. À part Lou Dort. Si tu échanges Lou Dort contre Cam Reddish, je pense que Sam Presti va voir des gens foutre le feu à sa baraque. Donc, Non, mais du Sexton, non. Non, tente pas Sexton, Sexton, en il plus, est il s'est fait blessé, non. écraser. Est-ce qu'on bouge à la deadline? Ça, on aura l'occasion d'en reparler. C'est quand la deadline? Bah, la deadline, bon, c'est février, c'est après le All-Star Break si je dis pas de bêtises. Kenrich aux Hawks. Non, pour moi il bouge pas. Non, est-ce qu'aux Hawks il aiderait? Oui, mais bon, enfin, il change pas la face de la franchise, quoi. Il aiderait pas tant Oui, que il ça. aiderait même pas tant que ça. Est-ce que ça, on le verra un jour? Non. Non, On je nous pense l'a mis pas. sur D'ailleurs, il y a Twitter. 2 airs à Oui, ça. on nous l'a remis sur Twitter aujourd'hui. Bah, son contrat de 10 jours est fini en plus, donc on va pas le revoir. Il a pas été signé avec le Blue là, si j'ai Si, pas il a de déjà bêtises. été avec le Blue. Il était déjà Ouais, avec ouais, le... mais Il a là, rejoué avec le Blue, il a pété un panier. Oui, c'est vrai qu'il a pété un panier. Enfin, il a descendu pété un la panier. structure. Ouais, il a descendu. Il a pété la structure. Il a pas pété le panier, mais il a pété la structure. Sarr, le nouveau Shaquille O'Neal, visiblement. Mais non, mais après, voilà, j'aimerais bien un petit peu de pari sur des joueurs qui n'ont pas encore Plus performé. d'upside en plus, ouais, sur un... Ok. Comme ce qu'ont fait les Rockets avec Kevin Porter Jr. Bon voilà, le mec visiblement a pas réglé ses problèmes de comportement. L'expérience Mais- Kevin Porter Jr., ça a l'air d'être... Derrière, il te met Ouais, un non, buzzer, il met rien du match, il te met un grand step back. Il met un Enfin, c'est- buzzer face aux Wizards avec le commentateur des Wizards qui fait une remarque. Franchement, la seule, j'ai vu qu'une seule pire remarque d'un commentateur, et c'est il est tombé chez nous. Donc, mais voilà, il a été viré d'ailleurs après à Ah cause oui. de cette remarque-là. Ils lui ont laissé faire les playoffs et après ils se sont dit non, bon, tu vas dégager finalement. Mais non, du coup, franchement, ouais, j'aimerais bien. Kevin Porter Jr., on peut se foutre de la gueule des Rockets tant qu'on veut. Les Rockets, quand même, je crois que c'est Mavs FR qui a fait la remarque. Les fans des Rockets me font rire, en même temps me donnent du respect pour eux. C'est qu'ils se hype sur leur rookie à chaque fois. Je vois des grands tweets. Alperen Sengun, 25 points. Ah bah non, il a pas mis 20 points, c'est vrai. Andrew Wiggins a plus de matchs à 20 points qu'Alperen Sengun. Mais Sengun, des stats de fou. Oh là là, la vision de Joe Jalen Green. Quel premier pas et tout. Alors que les mecs ont un moins bon bilan que nous, quoi. Donc je sais pas comment ils font pour se hyper. Même nous, je pense qu'on se hype. Voilà, quand tu vois un jeu Giddy qui te fait des matchs où le mec est en 14 points, 15 rebonds et 8 passes, bon bah tu te hype aussi. Mais les Rockets, ils font ça alors qu'ils ont 11 wins cette saison. Ça provoque du respect pour eux. Mais on peut se foutre de leur gueule tant qu'on veut. Kevin Porter Jr., tu peux pas dire que ça n'a pas été une réussite jusqu'ici pour les Rockets. Ils ont tenté le pari, c'était quoi un second tour, C'est et le plutôt joueur cool. apporte bien Ah, plus bah que ce oui. qu'ils ont envoyé. Ouais. Bon, on a été très long, on a pas mal divagué, on a eu des bugs, on a eu pas mal de choses. On va arrêter là pour aujourd'hui, donc merci à tous ceux présents dans le chat. On espère que ça a beaucoup mieux marché ensuite, mais je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Donc abonnez-vous partout, YouTube, Twitch, toutes les plateformes d'écoute, bien entendu. Et puis voilà, sur Twitter, dès ce soir pour le match contre Denver. Et on se retrouve... J'ai Nicolas Jokic en TTFL, attention. Hein, mais là, en plus, le seul mauvais match limite de la saison contre qu'il a nous. fait, c'était Ouais. contre nous.
Attention, là, le Jokic, là, Attends. il va se ramener énervé. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un podcast qu'on vous a sûrement déjà un petit peu teasé dans cet épisode. Donc ça sera intéressant à enregistrer. Et voilà, bonne nuit NBA à tous et salut! Salut!